Cette semaine, dans le balado, on retrouve une vieille connaissance qu'on voudrait éviter. On fait de nouvelles connaissances qu'il vaudrait mieux éviter. Et on fait la connaissance de quelqu'un qui va nous aider. Bienvenue à mon ciné balado, en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François de Breton. Alors, j'étais concept cette semaine. Ouais, c'est ça, j'étais là. Qu'est-ce que tu vas dire pour tout stocker? Mais... Ou j'aurais pu aussi dire 3 fois la même chose. Ça aurait été un peu. aussi à propos. Hey, quel mystère. Donc, avant de faire ce rattrapage de notre semaine de congé, on a une commandite. T'étais pas en congé tant que ça, toi, finalement. Moi, non. On y reviendra. Oui. Mais oui, cette semaine, l'épisode est présenté par la microbrasserie de l'île d'Orléans, qui a été fondée en 2006 et qui est située au cœur du village de Sainte-Famille, donc à seulement 15 minutes de Québec. On peut y retrouver un pub moderne d'inspiration rustique qui rappelle l'histoire de l'île d'Orléans. La terrasse couverte avec vue sur le fleuve et la côte de Beaupré se veut une halte à découvrir, surtout pour les amateurs de vélo notamment. L'île d'Orléans est très fréquentée par les cyclistes. On peut aussi y déguster le généreux menu bistrot qui va juste bonifier votre plaisir. Mais ce qui distingue les bières de la micro de l'île d'Orléans, ce sont les saveurs surprenantes issues d'une eau douce de source incroyablement pure, des fruits produits localement et de l'humeur du vent. Mais oui, sur l'île au vent. Elle vous offre un peu d'histoire parce que chaque anecdote ou chaque petite aventure qui est racontée sur les canettes est authentifiée. C'est pas des bobards que l'infographe a juste ajouté pour son plaisir. Là. C'est des vraies histoires de l'île. C'est pas de l'intelligence artificielle. Non, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est du vieux keb. La microbrasserie possède par-dessus tout le goût d'ici, ce qui sait plaire aux adeptes. Découvrez les différents points de vente dans toute la province. Ben oui, même si vous ne pouvez pas venir sur place, vous pouvez quand même boire la microbrasserie de l'île d'Orléans. Visitez le www.microorléans, avec un S, Orléans.com. Excellent. Puis là, je pense que je vais le faire à un moment donné. M'en boire une bière pendant qu'on enregistre. Mais là... J'allais dire, il est tôt, là. On est un peu plus tard que d'habitude, même. J'aurais pu. Mais j'ai pas dîné encore. Je trouvais ça un peu élevé de dîner sa Scotch Ale. Pour avoir fait quand même beaucoup d'émissions de radio comme chroniqueur invité ici et là. Ouais. Je l'ai souvent vu, ça, la petite bière. Même l'émission du matin? Pas le matin, mais en après-midi, le retour, là. Oui. Ah ouais, OK. Ouais, c'est vrai qu'en plus, tu es souvent invité jeudi, vendredi, là. Fait qu'ils sont en fin de semaine quand tu parles de cinéma, là. Ouais. Alors, on a fait une petite pause la semaine dernière. Ouais. Les deux, on a connu des semaines très, très différentes l'une de l'autre. Oui, toi, c'est ça. Moi, supposément reposé. Je ne sais pas si ça a été le cas finalement. Quand même, là, j'étais en famille, mais en tout cas, ça aidait parce qu'on était en famille élargie dans un chalet, un peu de lac, un peu d'ombre, s'occuper de mon enfant et tout. Fait que c'était bien. Fait que j'ai pas vu beaucoup de films. J'avais écouté... il y avait Internet quand même, là. C'est pas un shack, là, mais j'ai juste écouté Liverpool parce que, on y viendra, finalement, j'ai pas pu rencontrer Manon Brillant, qui nous offre tout stocké cette semaine. Toi, oui, mais j'aimais ça regarder d'autres films. Je sais que c'est plus la turbulence des fluides, son principal, mais j'avais objectif d'écouter les deux, finalement. J'ai pas le temps. Fait que c'est comme le seul film que j'ai écouté dans toute ma semaine. Écoute, c'est bien correct. Moi, je m'attendais à écouter plus de films, mais finalement... t'étais au TIFF, toi. Moi, je reviens du TIFF, du Festival du film international de Toronto, fait que j'étais un peu encore sur le décalage... de Toronto. C'est ça. Mais c'est vrai que tu m'écrivais le soir, puis des fois, je me disais, je sais pas, il est quelle... il est à la même heure, finalement. J'irais plus de l'effervescence du festival, parce que, évidemment, c'est une première pour mon ciné, là, qu'on couvrait ce festival-là. Fait que je savais pas trop du tout à quoi m'attendre. C'est sûr que j'étais pour voir des films, parce qu'il y a comme 200 films qui sont projetés. Il y en a plein en même temps. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr... T'as 2 gros cinémas, là, le Scotiabank puis le TIFF Lightbox qui ont genre 16 écrans chacun. Là, OK. Fait que je savais pas que le TIFF Lightbox était gros comme ça. Ouais. Je savais qu'il était iconique du film d'auteur et différent et tout, mais... Fait que beaucoup d'écrans, donc beaucoup de films qui jouent en même temps. Alors, des films pour la presse, des projections de presse, mais aussi des films qui sont disponibles pour le public et tout ça. Fait qu'un menu fort chargé, mais évidemment, le but premier, c'était un peu d'aller chercher des entretiens, un peu comme on le fait dans le cadre d'Unifrance. Là. C'est pour ça que des fois, on a... Ouais, pour le magazine. C'est ça. Beaucoup, ouais. Là, finalement, on a réalisé que sur place, c'est pas tant des possibilités d'avoir des c'est plus des tapis rouges, hein? Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus glamour. On n'est pas dans un showcase comme Unifrance. Fait que
les médias y ont accès, mais c'est avant tout pour faire défiler les vedettes, créer des buzz et tout ça, en espérant là, placer des pions pour la course aux différents prix pour l'hiver. Mais à ma grande surprise, les tapis rouges pour la presse, dont j'étais accrédité quand même, c'est assez accessible. Fait que j'ai eu la chance d'en couvrir quelques-uns, à mon grand étonnement. Puis je dois avouer que j'ai vraiment aimé ça. Là, ah ouais? T'as vraiment une dose d'adrénaline. T'es-tu comme un peu gêné ou t'osais dire... Ah non, ça me gêne pas. Hey, you! Ben, tu sais, on reste poli quand même. Mais oui, effectivement. Écoute, j'ai eu la chance de poser une question à Hugh Grant. C'est ça. Parce que généralement... Mais t'as pas 15 minutes avec. On a une ou deux questions max. Là. Puis écoute, ce que j'ai appris, c'est que même si t'as la permission d'assister à un tapis rouge pour un des films, c'est pas certain que tu vas réussir à parler à l'équipe parce que souvent, ils arrivent en retard. Puis, pour donner une petite idée, donc, généralement, on est à peu près 30 à 40 médias vraiment installés sur une pastille, un à côté de l'autre, là, assez entassés. Au début, tu as les photographes de presse, télévision, puis après ça, les médias un peu moins connus. Fait que c'est sûr que moi, on est plus vers la fin de la ligne qu'au début, là, donc tu comprends. Mais c'est peut-être que tu vas avancer d'une place par année. Là, dans 19 ans, mon ciné va être le prime. Là, tassez-vous. Ça serait hot. Fait que là, évidemment, c'est ça. Fait que l'équipe, généralement, arrive en retard. Quand même, ils sont assez généreux. Les comédiens, ils vont prendre le temps. Mais à l'autre bout, c'est que le film doit commencer à une heure précise. Fait que, à un moment donné, s'ils prennent trop de temps au début, ben là, c'est nous autres qui va écoper. Fait que ça arrive des fois que bye-bye, ciao, ils passent devant nous, comme c'est le cas avec Jacob Elordi et Daisy Edgar Jones, qui étaient là pour un film. Puis j'étais là principalement pour eux. Puis j'ai vu à un moment donné, ils sont juste passés. Puis on doit y aller, bonjour, bye-bye. Puis ça représente, c'est long comment, cette espèce de tapis-là? Vous êtes une trentaine, c'est comme un 100 mètres? Ou écoute, je pense que c'est non plus petit que ça. OK, très entassé. Puis là, il y a beaucoup de photographes au travers de ça. Là, ouais, ben, c'est que les photographes sont vraiment comme dans un enclos à eux. Fait que non, on est collé épaule à épaule. Là, fait que toi, tu t'enregistres sur ton cell les 2-3 questions, puis tu vas... La plupart des sites, là, des influenceurs qu'on trouve, podcasters et autres YouTubers, là, fait que généralement, c'est ça. Là, ils ont leur petit cellulaire, quelques-uns ont une petite caméra. Là. Mais c'est quand même cool parce que j'ai sympathisé avec quelqu'un, un journaliste d'Australie, deux Tunisiennes, mais qui demeurent à Dubaï. 2 Français qui sont un peu plus âgés, eux autres. Mais c'est un journaliste, son caméraman, qui travaille à Los Angeles pour Canal+, mais d'origine française. Mais ça fait comme 20 ans qu'ils sont à Los Angeles. Fait que tu rencontres plein de gens comme ça. Fait que c'est quand même sympathique. Il y en a qui jasent plus que d'autres. Je me suis lié d'amitié avec un Philippin qui demeure à Londres, qui était super extraverti, très sympathique. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même une petite fonte. Fait que certains visages, tu recroises, d'autres non. Mais c'est surtout, c'est ça. Le rush des attentes, parce que ça peut prendre des fois comme 1 heure, là, quand ils t'appellent pour telle heure, mais là, après ça, fait que souvent, le matin, tu avais des visionnements de presse. Ouais. Puis les tapis rouges commencent d'habitude dans le milieu d'après-midi. Okay. Fait que l'après-midi, t'es plus dans les courriels, puis dans qu'est-ce que je peux avoir, puis préparer ta journée du lendemain aussi. Ouais, puis... parce que dans le fond, la veille, on a l'appel pour les tapis rouges, donc lesquels on voudrait couvrir. On envoie nos soumissions, nos demandes, puis le lendemain matin, on a la réponse. Fait que tu es approuvé pour tel truc. Fait que là, tu planifies ta journée en conséquence. Puis effectivement, les matins, j'en profitais pour aller voir un film. Donc, j'ai eu la chance de voir Anora, la Palme d'Or, que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte que tu le vois et qu'on en parle. Ouais, ça sort dans 1 mois à peu près. Ouais. J'ai vu Night Bitch aussi, qui va sortir dans le temps des fêtes. Ouais. Comédie grinçante avec Amy Adams, dont il y avait un grand buzz. Ouais, puis sur comme le postpartum, là, puis juste après l'accouchement et tout. Là. Ouais. Ça risque de faire bien jaser, mais j'ai apprécié aussi. Puis un qui, je pense que c'est beaucoup de gens indifférents, c'est The Return, avec Juliette Binoche puis Ralph Fiennes, que je sais même pas si ça va sortir ou si ça va être la plateforme. Je pense qu'il n'était pas encore acheté, là, mais c'est sur le retour d'Odysseus, qui revient après la guerre de Troie. Puis qui retrouve c'est dans les mythes. C'est ça. Là. Attends, j'ai une question vraiment niaiseuse, mais l'Odyssée, c'est des légendes, ça? C'est pas... J'ai dit les mythes, mais c'est pas... Ben, on sait pas. OK. Parce que...
Est-ce que c'est inventé ou inspiré d'eux? On n'a pas de preuves historiques, mais OK. ça fait partie de la tradition orale, donc OK, c'est bon. mais j'en sais pas plus. Fait que bref, ça a été bien, bien excitant tout ça. Puis surveiller justement nos réseaux sociaux parce qu'on va ajouter... Ouais, nos ces réseaux sociaux petits qui vont clips-là. exister de plus en plus. Là, Ouais, parce c'est ça. qu'ils n'existaient pas, mais oui, c'est un peu le... C'est parce que pour les intéressés, on s'est longtemps posé la question, on se le faisait demander des fois pourquoi on n'a pas de médias sociaux, mais on était beaucoup axé parce qu'à la base, c'était un magazine papier, tu sais. Puis, fait qu'on était comme, ben c'est correct, nos exemplaires, ben pas se vendent parce qu'il est gratuit, mais se trouvent preneur, fait qu'il n'y avait pas besoin de ça. Mais à un moment donné, on a créé, en fait, quand c'était le magazine du Clap, là, c'est devenu le magazine Mon Ciné, puis là, on existe en tant entité provinciale, tu sais. Puis la demande peut amener la question s'est posée pour générer du trafic sur le monciné.ca. Plus on fait d'entrevues, le podcast entre autres, ben plus on crée du stock juste pour le site parce que le magazine il est imprimé 4 fois par année. Ouais. Fait que, par exemple, tu reviens du TIFF, mais le magazine septembre, octobre, novembre, il était déjà sorti. Fait qu'il y a beaucoup de films à Nora, par exemple, ça sort en octobre. Fait que, tu sais, on a beaucoup d'exclus qui se ramassent sur Internet parce qu'on les a pas à temps pour le magazine papier. Fait que de ce pas, on est en train de faire les médias sociaux pour pouvoir mousser plus ces intéressantes conversations et entretiens, entrevues et aider le balado aussi, etc. T'sais. Donc, vous pourrez voir mes questions posées à Hugh Grant. Ouais, ça, j'étais quand même Tu assez as parlé de la content. fois où il s'est fait pogner par des Oui, policiers undercover. Sinon, j'ai parlé aussi à Mikey Anderson, qui est dans Anora, justement, la Ok. comédienne Ah oui, ok. qui était fort sympathique. Et Julie Delpy aussi. Ah ouais? Fait que ça, Tu j'étais parles quand même... elle parle français? Oui, Ouais, oui, c'est- elle est française. Ok, Fait j'étais que- comme plus sûr tellement et tout. Oui. Et puis j'ai même pu lui dire que j'ai sa trilogie ben oui. Before Sunrise Tu dois être le de premier Richard à le dire. Linklater. Sûrement pas, mais ouais, je pense que ça lui a fait plaisir. Elle me remercier. Mais pour moi, je pense que c'était plus elle que j'étais plus nerveux. Parce qu'évidemment, ces films-là représentent beaucoup pour moi que comme Hugh Grant, oui, c'est une grande vedette, mais ça, j'étais content, mais ça ne change Ouais, c'est rien. ça. Là, ultimement, ça représente rien pour moi. Là, tu sais. Fait que... Notting Hill t'a donné aucune émotion. Ben, c'est des films que j'apprécie, mais Ben oui. c'est ça. Ça représente pas la même chose. Fait que bref... Est-ce il y que aura un puis résumé elle de a-tu tout ça. compris quand tu as parlé en français ou c'est un classique de français qu'elle pensait que tu parlais en anglais à cause de l'accent québécois? Là? Non, j'ai dit bonjour, Julie, je pense mon ciné de Québec, quelque chose comme ça. Ok. Fait que j'ai d'entrée de jeu, je lui ai dit que C'est c'était ça. québécois. Puis là, il me semble dans ton horaire, parce qu'il y avait, par exemple, Berger de Sophie Deras, Oui. puis il y avait des films québécois quelques films québécois qui étaient présentés là-bas, Oui. mais tu les as pas couverts, j'imagine, parce qu'on va les revoir ici finalement. Et effectivement. C'est ça. J'en ai profité pour voir autre chose. C'est bien dit. Alors, parlant de festival, et allons dans les nouvelles, parce que c'est en même temps pratiquement qui chevauchait, c'était le festival de Venise. Ok, oui, oui, j'ai rien noté. T'as rien à dire? Moi, j'ai Ben les non. gagnants, j'ai noté ça. Ah, ben parce merci. qu'ils ont remis Merci, des merci. prix. Donc, grand gagnant, c'est The Room Next Door, le premier film anglais de Pedro Almodovar. Ah ouais, ok. Ouais, que je pense qu'il y a comme une ovation de 17 ou 18 minutes, là, ce qui était absolument fou. Je sais pas si tu le sais, c'est-tu lui, là, qu'il y a deux colocs, là, ou une affaire, pas colocs, là, mais... C'est sur, je pense, deux femmes Ouais. qui ont une liaison, là, Julianne Moore et Tilda Swinton. Ok, c'est bon, oui. Puis c'est la relation... Mais il y en a pas une qui a un entre problème avec sa fille. sa fille, c'est ça, ouais, c'est ok. le personnage de Tilda Swinton. Ok, Qu'on comprend, en fait qu'elle, c'est ça. Je pense qu'il y a eu toutes sortes de problèmes c'est ça. avec Fait cette, que je pense, je pense qu'il est déjà acquis, là, pour Ouais. ici, mais la date de sortie n'est pas annoncée, là, mais ouais. Fait que, là, d'autant plus qu'il a gagné ce Grand Prix-là, c'est certain que ça va sortir sur nos écrans. Actrice Nicole Kidman dans Baby Girl, un autre Ok. film qui était présent au TIFF, que j'ai pas eu l'occasion de couvrir, parce que je pense que c'était le jeudi ou vendredi, là, avant que j'arrive. Film érotique où Kidman joue une chef d'une grande entreprise qui va avoir une liaison avec un jeune stagiaire. Ouh, Donc, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Apparemment que c'est très hot et ça fait jaser parce que là, on est dans des rôles renversés où c'est une femme qui utilise son pouvoir pour obtenir un peu Ouais. comme... Mais il y a Todd Haynes a fait un film l'an dernier un peu là-dessus, là, avec Ouais. Julianne Moore, mais il était sorti sur Netflix, fait qu'il n'y a pas tant Ah, ben, entendu c'était- parler, mais il y avait eu des nominations. c'est pas le truc avec Natalie Portman? Ouais, là? exact, Ouais, là, c'est c'est la comme... attends, c'était-tu...
Je me souviens pas du titre, Ouais. ce film-là. Là. Mais C'était pas comme tout un à peu fait inspiré d'une histoire vraie. Là. ça. Oui, mais c'était pas dans le monde des affaires. Non, Je je pense que c'était une enseignante. Une enseignante, c'est ça, avec une élève, oui, c'est ça, avec un jeune élève. c'est Ouais, ça. c'est ça. Puis là, dans le Ouais. fond, ce qui arrivait, c'est que c'est le film dans le film. Parce que Oui. je pense que réellement, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je sais pas Oui, si- oui, tout à fait, oui. Mais dans le film, c'était comme s'il allait faire le film, Ouais. fait que Portman était la comédienne qui allait rencontrer C'est ça. le personnage de Julianne Moore pour s'inspirer, Ouais. pour etc. Mais Baby Girl, je pense, fait plus écho à un film peut-être 94-15 dans ces années-là, Disclosure, avec Demi Moore et Michael Douglas. Ok. C'était un peu la même affaire. Demi La grande Moore. époque des thrillers érotiques. Là. Oui. Puis c'était la grosse période de Demi Moore où, cette fois-ci, elle utilisait Michael Douglas, donc c'était un personnage plus vieux. OK. Mais c'était elle qui était en tête de cette compagnie-là, en tout cas, fait qui était la femme puissante. Alors que là, on va avec un jeune. Fait que bref, Baby Girl, probablement, j'imagine, du signé. Ah oui, c'était le 25 décembre, fait que ça va être Beau film de Noël. Ouais, ça, des fois, les pour les 25 Oscars. décembre, c'est les. sortie plateforme. Là, Ouais, deux, fait que trois finalement, plateforme dans le sens que étape par étape, fait qu'on va l'avoir le 25 janvier. Donc, mais beaucoup de bases, fait que devrait être Kidman à surveiller. Et meilleur acteur, c'était Vincent Lindon pour le drame Jouer avec le feu, drame français, où il joue le père de deux garçons. Le plus jeune s'en va à l'université, tandis que le plus vieux s'en met encore à la maison, mais il va commencer à se radicaliser en ligne OK. vers toutes sortes de mouvements d'extrême droite et tout ça. Puis là, il essaie de dealer avec tout ça. Fait que, C'est drôle de jouer avec le feu parce que Philippe Lesage sort un film qui s'appelle Comme le feu. Fait que, voilà. Le feu est à l'honneur. ouais, c'est chaud, c'est dangereux. Fait que voilà pour Venise. OK. Toi, tu avais noté quelques trucs aussi? Ben, le décès de l'acteur américain Ben- James Earl Jones, qui est arrivé ce lundi 9 septembre. Puis il est mort à 93 ans. Puis ça nous rappelle qu'il a joué dans tellement de films et de voix et autres que c'est sûr qu'il a marqué tout le monde pour différents films. T'sais, moi, je suis de ceux que c'est vraiment Le Petit Champ de Sandlot où il faisait le monsieur à l'arrière. Toi, t'es plus dans la voix de Darth Vader. Moi, je suis plus la voix de Mufasa, mais en même temps, je l'écoutais en français quand j'étais jeune. Là. Mais oui, c'est ça. Ben, c'est sur la voix de Darth Vader aussi. Mais la voix intemporelle. Là, maintenant, iconique. Aussi pour Field of Dreams, oui, quand même. Justement. Aussi, il jouait le méchant dans le premier Conan avec Arnold Schwarzenegger. Moi, c'est ou Coming to America, moi. Aussi, le roi, je sais plus quoi, avec sa tête de lion. Là, le père du prince Hakim, Eddie Murphy. Faut aussi dire que c'est la voix de CNN. C'est lui qui disait « This is CNN ». Ah, tu vois, je savais pas ça. Alors, ouais, c'était le dicton iconique de CNN. Fait que oui, quand même un grand morceau, mais surtout, quand même, à la télévision et au cinéma, sa popularité d'arriver sur le tard, vraiment fin des années 70-80, mais c'est un acteur accompli au théâtre. Puis à la télé, c'est ça. Ouais, mais beaucoup au théâtre, je sais qui a aidé à détruire beaucoup de barrières pour les Afro-Américains. Puis même, c'était un des premiers Noirs à tenir des rôles traditionnellement joués par des Blancs dans des pièces de théâtre, tout ça, parce que je regardais un petit peu les hommages à CNN, entre autres, et tout ça. Fait que beaucoup d'artistes afro-américains soulignaient tout ça. Fait que tout cet héritage-là qu'il a laissé à eux. Puis là, la polémique. Polémique, oui, il y en a. Oui, c'est parce que dans le fond, il est un des rares à avoir un EGOT, donc un Emmy, un Grammy, un Oscar, puis un Tony. Puis oui, il y a un Grammy parce qu'il a sorti un album de spoken words des années 70. Là, fait qu'il avait gagné un prix pour ça. Ben oui, parce qu'il est spécial, juste rapidement. Mais c'est à moi que tu allais dire, mais vas-y. Ben, c'est un bègue. Hein. Ah non, c'était pas ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il a bégayé longtemps. Puis c'est un étudiant au théâtre qui a réussi à se sortir de ça. Je connaissais un bègue puis qui est chansonnier. Mm-hmm. Puis lui, il dit, quand je chante, c'est comme, vu que c'est un peu appris par cœur, puis que je redis les mots, j'ai aucun problème. C'est plus quand je parle et tout. Mais non, c'est parce que son Oscar, c'est en 2012 qu'il y a eu un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Là, les puristes du EGOT sont comme genre, tu sais, il y en a un, mais comme avec une astérisque. Astérisque, parce que il est. C'est pas pour une œuvre précise. C'est ça, c'est pas pour un moment précis où il l'a gagné, c'est pour l'ensemble de. Je peux comprendre un break, là, mais c'est ça. Peut-être qu'il en a un, mais comme avec un petit astérisque. Mais bon, bref. Mais oui, un grand morceau de la culture populaire quand même qui est décédé. D'ailleurs, c'est les suites de complications du diabète que je suis allé voir parce que j'étais quand même curieux. On a entendu un petit peu sur le prochain Spider-Man?
Oui, Prochain film qui va être encore avec Tom Holland. Oui. Mais on change de réalisateur alors que John Watts sort finalement sur plateforme directement à Wolf dans une semaine. C'est plus lui qui va réaliser les prochains. Ça va être le prochain du moins, Dustin Daniel Cretton. Qu'on a connu dans Shang-Chi, littéralement, le réalisateur. Puis après, il avait été attaché au Avengers Kang Dynasty, dont la plug a été tirée récemment avec une refonte différente avec les frères Russo, puis le retour de Robert Downey Jr. C'est ça, dans un personnage différent. Fait que là, je pense que le prix de consolation. J'ai l'impression que Marvel voulait quand même le garder et dire il y a de quoi pour toi. Shang-Chi 2, pas de suite parce que là, c'est putain dans nos plans, puis pas de suite étant peut-être jamais. Fait que, on risque peut-être de revoir plus dans le film des Avengers, effectivement. Je pense que c'est ça. Il va falloir qu'ils réintroduisent, qu'ils nous remettent un peu du personnage de Shang-Chi, là, de Simu Liu, pour qu'on fasse oui, donnez-nous le deuxième, parce que là, la fenêtre est un peu passée. Écoute, le temps. Puis il teasait, c'était l'époque où il teasait sur tout. Là, fait que là, c'était comme, puis il va y avoir une série télé avec là, sa sœur qui est rendue à la tête de toutes les pas les Crazy 88, là, mais genre d'affaires de même. Puis c'est comme, c'est pas sur le bord d'arriver, cette affaire-là. Là. Fait que, good for him. Il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire rien d'annoncé pour l'instant. Je pense que c'est les mêmes co-scénaristes là, que les autres qui vont être encore là. Puis on se souvient, ce qui est intéressant quand même, c'est que le dernier terminait pour réparer tous les problèmes de glitch temporel qu'il avait causé avec Doctor Strange, il assumait que plus personne ne se souviendrait qu'il est. Je pense que Spider-Man existe, mais personne ne sait que c'est lui, Peter Parker. Fait qu'il perd ses amis, sa blonde, tout. Fait qu'il... voilà, fait que ça terminait quand même tristement. Fait que j'imagine qu'on va repartir de là. On peut s'attendre à ça peut-être plus pour 2026, peut-être. Ça serait la fenêtre, parce que ça va m'amener à la prochaine nouvelle. Vas-y. Qui concerne toujours Spider-Man, mais un autre Spider-Man, Miles Morales. Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Ah, là, animé, là. Ouais, c'est ça. Donc la version animée par Sony. Ouais, qui devait au début sortir comme 6 mois plus tard, puis qui ont décidé de mettre ça... Là, il y a comme une grosse polémique, justement, qui est sortie sur les web, sur les internets. Sur la toile? Oui. La toile d'araignée, si tu comprends. Quelqu'un est sorti comme quoi que le film serait repoussé à 2027. OK. D'une part, parce que 2026, ce serait le Spider-Man avec Tom Holland. Donc, je pense pas qu'il va y avoir 2 Spider-Man la même année. OK. Et deuxièmement, c'est que Sony aurait scrappé quasiment tout le film puis recommencerait. Parce qu'ils seraient pas contents ou qu'il y aurait des différends avec Phil Lord et Chris Miller, qui sont les scénaristes et producteurs de cette incarnation-là de Spider-Man, qu'il y aurait des tensions entre eux. Fait que là, bref, quelques personnes de la production, dont quand même, je pense que c'était Chris Lord qui ont démenti ça, qui a dit non, les trucs avancent bien, puis on reçoit les images, les séquences, mais il n'y a pas de démenti comme pour la date, en fait, annoncée. Puis écoute, si c'est pour 2025 qui sont en retard déjà dans le marketing, là, parce que ça commence déjà, là, tout se place, puis tout ça, puis on a même déjà des bandes annonces de films de 2025. Là. C'est ça. À moins qu'ils n'iraient pas à l'été, puis qu'ils iraient vraiment à décembre 2025. Là, ils sont pas encore trop tard. Mais tout ça fait suite que le dernier film, Across the Spider-Verse, avait eu quand même beaucoup de controverses dans l'équipe d'animateurs. Beaucoup d'animateurs ont quitté la production parce qu'ils trouvaient que c'était trop lourd comme condition de travail, qu'ils faisaient des 11-12 heures, 7 jours semaine. Fait que ça a l'air d'être très intense. Fait que qu'est-ce que là, tout simplement, on a décidé de prendre plus leur temps. Prendre le côté des animateurs plutôt que des producteurs. Je pense que Miller puis Lord se montrait peut-être trop intense. Ouais, c'est ça. Peut-être, ou ce qu'on spécule, c'est que si ils sont pas encore fixés sur tout à fait le scénario puis où ça s'en va, ils sont toujours en train de travailler sur des choses pour rien puis dire non mais là finalement c'est ça, fait que là scrape tout ce que tu fais puis là on part mais là vite on a des échéanciers, parce que l'échéancier normal il inclut pas des journées de 12 heures de travail. Non, c'est ça. Puis je pense que c'était le cas un peu pour l'autre d'avant, ils étaient un peu dans cette façon de faire là qui frustrait beaucoup les animateurs parce que là tout était pratiquement fini, puis finalement, on décide de faire d'autres choses, mais on repasse sur l'avant. Fait qu'il capotait, d'autant plus qu'il voulait absolument tenir la date de sortie. Fait que bref, c'est la portion patinage Hollywood, là, mais ça va être... quand même très hâte de voir ces films-là, parce que c'est dans les vraiment réussites de chez Sony. Puis honnêtement, c'est 2027, ça va être long, 4 ans là, après l'autre. Là. Surtout qu'on nous laisse en plus sur un cliffhanger là, comme ça. Là, oui, exact. On veut voir la suite. Là.
Fait qu'à suivre pour ce Spider-Man-là. Sinon, dans les suites annoncées aussi, apparemment qu'il y aura un 6e Ice Age. Ouais, c'est Leguizamo qui s'est peut-être échappé. On ne sait pas trop. C'était quand même une des franchises très lucratives des années 2000 pour Fox. C'était-tu DreamWorks? Fox DreamWorks? Non, c'était Fox, c'était leur studio. Ah ouais, Fox Animation? Ouais, Fox, okay. Je sais pas trop comment... C'était Blue Sky. Mm-hmm. Qui, évidemment, la franchise d'Ice Age appartient maintenant à Disney. Alors, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir repartir tout ça maintenant que tout est bien en selle, cette fameuse transaction-là. Donc, on peut s'attendre à avoir du Ice Age dans les prochaines années. Ça sera pas il a laissé, Leguizamo qui fait la voix de Sid. Ouais. Je sais même pas c'est quoi, là, c'est des animaux. C'est pas le mammouth, là, en tout cas, l'espèce de belette préhistorique, là. Qui travaillait là en ce moment pour faire des voix ou je sais pas quoi. Fait qu'il puis là, il n'a pas voulu en dire plus que ça dans une interview générale. Là. C'était pas une interview sur le film, là, juste sur lui et qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci. Là. Donc, le 5e film remonte quand même à 2016. Fait fait un petit bout. Toujours dans les suites, là, évidemment, Beetlejuice, dont on va parler de Beetlejuice. Oui, il faut quand même... C'est quand même eu un pas pire week-end. Gros week-end, 100 millions et plus au box-office. Ouais, donc, 110, deuxième, 110, alors ce qui le place en 2e position. Parce qu'on avait parlé il y a 2 semaines, là, tu sais... C'était Shang-Chi qui avait maintenant le record, qui avait le record de septembre. Le du Labor Day. Donc, la plus grosse fin de semaine de septembre appartient à It. C'est vrai. Mais de septembre, mais c'était pas... C'était sorti plus tard que la fête du travail. Oui, effectivement. C'est ça. Okay. Donc, It qui avait fait 123 millions de dollars. Le chapitre 1, ça. Le chapitre 1. Donc, Beetlejuice maintenant est 2e. 3e, c'était It, partie 2. OK. 91 millions. Puis Shang-Chi, 75 millions. OK. Fait que, quand même, ça. Mais, évidemment, vu le succès monstre de Beetlejuice et ce côté nostalgique très payant, Warner ont tout de suite confirmé, je pense que c'était même dimanche, qu'ils donnaient officiellement le feu vert à la mise en chantier, en tout cas, d'une histoire, de trouver un scénario pour les Goonies 2. Ah, OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui traîne depuis moins d'une dizaine d'années, que les rumeurs, puis oui, ça va se faire, puis on a l'intérêt, puis de la part des comédiens, de la part de Spielberg, mais on n'avait jamais de hockey officiel de la part du studio, mais là, semblerait-il qu'ils sont prêts à donner le go. Fait que juste à trouver l'histoire qui va satisfaire tout le monde. Ouais, mais je comprends que c'est une machine financière, mais je trouve ça bizarre quand ça part de même. Tu sais. Ouais. Ils n'ont pas dit « Hey, on a un bon scénario depuis un temps, puis on hésitait, mais là, c'est beau, on va de l'avant, on pense que les gens vont être au rendez-vous. » C'est comme, on le sait que les gens le veulent. À ce soir, on va trouver de quoi de pas pire à vous écrire pour avoir votre argent. Puis, ce ne sera pas étonnant que dans quelques mois, on va dire « Ah oui, ça va être décembre 2026, mais il n'y a rien encore de... » Oui, c'est ça. Le marketing, il est plus rapide que la production. Tout à fait. Oui, c'est le monde à l'envers, alors que... C'est ça. Dans le fond, dès qu'ils ont Josh Brolin et Sean Astin, ils vont comme oui, c'est beau, tout est là. T'sais. Toutes les autres, on peut les remplacer, c'est pas si grave. Ouais. Bien, que Ke-Huy Quan est quand même... Oui, c'est vrai, un petit surf là-dessus. Ouais. Restons dans l'univers un peu de Beetlejuice. Beetlejuice, parce que Jenna Ortega, pendant qu'elle faisait sa ronde de presse pour la sortie du film, elle a mentionné qu'elle avait auditionné pour le rôle de Shani dans Dune. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, mais visiblement, elle ne l'a pas eu. Non. Mais elle faisait partie des comédiennes qui avaient été vues par Villeneuve et testées. Eh ben. Mais je pense que Zendaya... Non, c'est pas un potin. Non, je sais, c'est juste comme... OK. Genre, c'est un fun fact, là. Oui, tout à fait. Ouais. Mais tu sais, ça me fait toujours rire parce que ça peut être tellement différent d'avoir une autre comédienne dans le rôle. Tu sais, Ortega, je pense qu'elle a été très bonne, mais ça aurait été autre chose que Zendaya. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même toujours fascinant de réaliser. Moi, j'aime ça savoir, ah oui, tel comédien avait été auditionné, puis il pensait à lui, ou qu'il était finaliste avec l'autre, puis finalement, tu dis, je suis pas sûr que... Comme un qu'on voit beaucoup, c'est différent, là, mais c'est The Office, là. Parce que The Office, c'est encore très gros, émission de télé américaine et tout. Puis ils font reboot, là, qui semble être controversé un peu. Ouais, qui est comme la suite et tout, là, etc. Mais, c'est ça, mais comme c'est encore super gros sur Internet, c'est encore revisité, je sais plus sur quelle
plateforme C actuellement révisionné à fond, puis tout, il y a beaucoup de memes, etc. Fait qu'on voit souvent les audition tapes où tu avais Seth Rogen, puis du monde de même qui ont auditionné pour différents rôles, là, tous les Adam Scott, mettons, à la place de John Krasinski, des affaires de même. Je me demande si même j'ai un blanc, mais lui qui fait Dwight, là, je m'excuse, j'oublie son nom, là. Je pense qu'il avait auditionné pour le rôle de Jim aussi, puis finalement, mais auditionne donc pour l'autre, puis etc. De Michael Scott aussi, là, Steve Carell, il y a bien du monde qui l'ont aussi. Là. C'était comme, on va amener plein de monde drôle, puis on va voir qu'est-ce qui fit pour le rôle, qui joue de telle manière, puis aussi qui va fitter avec qui. Oui, tout à fait. C'est tout un long processus, tout ça. Le casting, mais toujours fascinant. C'est ça. Fait que oui, effectivement, avoir des fois, ça ressort là, des vieux audition tapes des premiers Batman qui sortent, puis des affaires de même. Là. Ah, puis restons aussi dans l'ordre de la très petite nouvelle, parce qu'on parlait de Dune et Jenna Ortega. J'avais noté aussi que Denis Villeneuve, qui est de passage justement à Toronto, au TIFF, parce que mardi, j'étais sur mon retour, mais lui, il faisait une projection double de Dune 1 et 2, plus suivi d'une conversation. Oui, c'est ça, une espèce d'affaire de 6 heures, 7 heures. Oui, c'est assez intense comme journée. Il a quand même parlé que le travail progressait sur Dune Messiah, mais que ça ne sera pas du tout une trilogie. Alors, ça ne sera pas conçu comme ça. Okay. Vraiment, son adaptation de Dune se termine comme celle au cinéma. Et vu que le roman, la suite, se passe une dizaine d'années avec les personnages un peu plus âgés, fait que j'ai l'impression que ça va être vraiment ça, la trame. Le Dune 2, partie 2, va se terminer avec Paul qui part à la conquête. J'ai l'impression que Dune Messiah va probablement juste commencer 10 ans plus tard, ta tête de l'Empire Galactique. Oui, mais de la manière qu'il parle aussi, je pense qu'il veut comme peut-être même changer un peu l'esthétique puis ces affaires-là. Ouais, là, peut-être pas la DA comme telle, mais peut-être plus dans la photographie puis des affaires de même qui a un peu un point de rupture puis que c'est autre chose. Ouais. Il semblait dire aussi que lui, il n'y a pas de problème si d'autres prennent le flambeau après. Lui, il va passer à autre chose, mais il doute que le film serait greenlit, la suite, parce que ça devient vraiment weird dans les livres, puis très métaphysique, puis toutes des affaires... Vraiment, ça serait assez audacieux. Difficile à mettre en image de manière intéressante et tout. Là. Écoute, vont assurément le tenter, parce que ils font pas une série télé avec les lors du... les sœurs, ça s'appelle. Bennett... Benny Safdie. Je suis pas l'expert Dune, donc j'ai oublié le nom. Mais effectivement, oui, et Villeneuve est un des producteurs exécutifs, là, fait que un peu impliqué de loin dans le projet. Fait que voilà pour les nouvelles. Sinon, bande-annonce, je pense que le gros film du printemps 2025 on essaie vient d'être dévoilé. La recette technique Mario Bros, sortir un film début avril, puis clencher tout... Et de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas toujours des succès, mais des fois, c'est des succès financiers. Un Minecraft movie. En plus, on l'appelle un film de Minecraft, ce qui vous l'apporte en faire 10 000 avec plein d'interprétations. Ouais. C'est un petit teaser. On sait pas grand-chose de ce qui se passe. Ça semble être un peu le technique Jumanji, genre du monde coincé dans le jeu vidéo. On retrouve notamment Jack Black et Jason Momoa, fait que des faces populaires. Et Jason Momoa avec un look assez... Ouais, comme genre de perruque rose, ou les cheveux, je me souviens plus trop, mais oui, assez weird. Assez weird. C'est un film de Jared S. qui, lui, à l'époque, était connu avec sa conjointe pour avoir fait Napoléon Dynamite puis Nacho Libre. Fait que peut-être un petit lien, justement, avec Nacho Libre et des fans de Black. Fait que, écoute, début avril, ça va être gros. Tout le monde va aller voir ça, puis ça va faire de l'argent. C'est même déjà étonnant qu'il n'y en avait pas eu un avant ça, honnêtement, vu la popularité mongole de Minecraft. Mais... Puis j'avoue que là, pour le balado, je sais pas quoi faire. On va aller voir le film, puis j'ai jamais joué à Minecraft, je connais pas ça. Honnêtement, je trouve pas que ça a l'air bon. Je pense que ça va être très générique, mais écoute, c'est clair que ça va rejoindre un public. Oui, c'est sûr. À la limite, ça va faire un bon film familial pour des jeunes, puis ils vont se trouver. Ben, tu sais, le dernier Mario était ça, là. C'était pas un chef-d'œuvre de tout casser, mais c'était comme, c'est respectable pour l'univers de Mario, puis c'est le fun. Puis, ouais, mais là, vu que tu as le réalisateur de Napoléon Dynamite, peut-être qu'il va amener une petite touche intéressante à lui. Là, j'ai hâte de voir. Je me souviens plus de toute sa filmographie, mais je pense que quand même leur plus gros succès, c'était Napoléon Dynamite. Là, c'est-à-dire qu'après ça, ça a été de moins en moins vu. Là,
comment il s'appelle, là, une affaire de chevaux, là. Ben, c'était pas une histoire de chevaux, là, mais leur troisième film, là. Ben là, il est plus... Ben, il est encore avec sa conjointe, là. C'est des Mormons, eux autres, je pense, là. Fait qu'ils sont sûrement ensemble à tout jamais. Mais c'est plus elle qui est scénariste, là. Ils se retrouvent dans des gros films comme ça, quoi. Tes scénaristes sont imposés, là. C'est plus... En tout cas, pour Jack Black, j'espère que ça va être plus un Super Mario qu'un Borderlands. Oui, effectivement, c'est ça. Ben, c'est vrai, lui qui est dans les deux, là, t'as raison. C'est ça. Il y a ça. Wolfman, un teaser de Lee Wagnell, lui qui a fait Invisible Man récemment, qui était vraiment une belle version là, de cette espèce de... C'est pas lui des Insidieux aussi, Lee Wagnell? Le chapitre 3, je pense. 3, OK. Puis Upgrade, là, un bon film de science-fiction, action... qui est passé sous le radar là, à peu près en 2019, ouais, à peu près. Là. Ça va sortir le 17 janvier. Fait que c'est un genre de Universal Monsters, mais sans faire un univers connecté là, comme il y avait ce qui est avec La Momie puis Tom Cruise puis tout. Là. Fait que là, je pense qu'il est fait séparément, indépendamment l'un de l'autre. J'ai pas eu la chance de le voir, mais je l'avais vu passer, mais ça m'est un peu sorti de la tête. Est-ce que c'est contemporain? Ou on est quand même... Hey, je sais même pas. C'est vraiment un teaser. T'entends beaucoup d'images de loups, puis tu vois tranquillement le Wolfman, le titre, qui se dessine avec des coups de griffes à l'écran et tout. Je l'ai écouté juste une fois, justement, quand j'étais en vacances, là, à peu près 7-8 jours. Là. Fait que je sais plus où ça se situe, si c'est très contemporain ou pas. Mais c'est avec Christopher Abbott, qui est comme un nom qu'on sait pas c'est qui, mais qui est dans bien des affaires. Il était dans Poor Things récemment, It Comes at Night, Possessor. Il va être dans l'excellent Kraven the Hunter, fait qu'il est dans l'animalité. Julia Garner, qui va jouer sa conjointe, qui trouve qu'il est bizarre, dans Ozark, mais surtout dans Fantastic Four. Là, c'est elle qui va faire la Silver Surfer et tout. Voilà, pour Wolfman, 17 janvier. Bien hâte de voir ça, parce que, ouais, très bon, ce Lee Wagnell, là. Toi, t'avais noté aussi au Québec. Ouais. Les deux, c'est bête parce qu'on a noté que c'est sorti, mais on a oublié de l'écouter. La grande bande-annonce complète pour le Cyclone de Noël, cette comédie familiale dérivée de cette émission très populaire avec Christine Beaulieu et Véronique Cloutier. Oui. Donc, il prendra l'affiche le 8 novembre, qui sera assurément un des très gros films de l'automne québécois, qui devrait, moi, je prédis faire un 3 millions. Ah ouais? OK. Ouais. En mettant ta main sur la table, comme si t'allais l'accoter. Je mise 3 millions. Ouais, le film va faire 3 millions. Je pense 3 millions fait que plus que 23 décembre, tu penses? Je pense que oui. Vu le following déjà de la série de télé, qui est une des plus populaires à la télévision. Puis ils ont dit que c'était pas... le film une semaine après sur la plateforme. Le film sera en ligne le 1er décembre. Là, ça va être genre l'an prochain. Non, fait que oui, je pense que c'est ce potentiel-là. OK. Ouais. Moi, j'ai pas écouté ça. J'ai de la misère à... C'est vraiment on parle du guest, là. Oui, je n'ai rien contre l'émission, mais c'est des gens qui ont une habitude d'écouter ça à la télé chez eux ou peut-être en ligne sur tout.tv ou des affaires comme ça. Fait que j'ai l'impression que ça va pas commettre autant à aller au cinéma pour voir le film. Moi, je pense que ça va être plus du 2 millions. On verra. Les adaptations... Au Québec, on n'en a pas fait souvent. On a eu l'inverse. Les Boys, c'est le film qui est devenu une série télé. Mais Miss Météo aussi, ça se peut-tu? C'était ça? Maman Lascaux qui est devenue... Ouais. Ah non, mais Miss qui est Météo, un dérivé. C'est un film? C'est un deuxième film ou c'était une série télé? En tout cas. Il y a eu le film avant, puis après ça, toute la série télé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que... mais Sens Inverse, on l'a pas vu... là, peut-être des Toupie Bignou puis des L'An 50, mais c'était plus des TV movies même. Ouais. Il y a eu, peut-être récemment, il a fait un vrai film, là, avant la dernière, la remouture et tout. L'An 50, oui, t'avais eu le gros film, mais, bref, l'accident d'autobus. Même aux États-Unis, c'est plus mince d'habitude. Là. Le following, là, c'est très niché. Là. On pense au dernier, c'est pas le même genre, mais... le spin-off là, des Newark était comme le prequel des Sopranos puis ces affaires-là qui a fait genre, sauf que 4 millions. Ils n'ont jamais vraiment fait avec une série qui était au summum de sa popularité. C'est mettons comme de Sopranos, c'était ça jouait ou Miami Vice ou des trucs comme ça. T'sais. Fait que c'était souvent une fois que c'était terminé ou quelques années plus tard. Fait que, en tout cas, ce sera à voir. Je te paierai un chip. Tous ces records. Si ça l'atteint pas. Non.
Une bière de l'île d'Orléans. Une bière de l'île d'Orléans, ça me fera plaisir. OK, bon, ben, ça fait déjà pas mal de temps. On attaque-tu les nouveautés de la semaine, mais on peut commencer par Beetlejuice. Ben, faut faire le rattrapage, parce que c'était quand même un des gros films de l'automne. Bien attendu. Bien attendu. Très attendu par la moitié des animateurs de cette émission. Oui, et par le public en général, vu la fin de semaine incroyable qu'il y a eu. Donc, Beetlejuice de Tim Burton. Oui, là, il faut faire attention pour pas le dire 3 fois de suite. Il Oui, faut vraiment toujours mettre d'autres mots entre les deux. Avec, on retrouve les vieilles faces qu'on aime. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara et certains nouveaux visages. Jenna Ortega, qu'on mentionnait précédemment, Monica Bellucci, Justin Theroux, Willem Dafoe. Qu'est-ce qui se passe? On est... Je sais même pas... C'est quelle année dans le premier? Fin 88. 88. Ouais. Fait qu'on est donc, 35 ans plus tard, à peu près. Et à la suite d'une tragédie familiale, le clan de la famille Dietz, qui s'étend maintenant sur 3 générations, donc Ortega qui joue la fille du personnage de Ryder, va revenir dans la demeure ancestrale, là, l'espèce de grand manoir qui achetait dans le premier film. Puis elle, le personnage de Lydia, donc de Winona Ryder, est rendue une espèce de voyante parce qu'elle voit les morts depuis toutes ces rencontres-là. Et quand elle revient là, elle a comme des images de Betelgeuse, puis comme il y a de quoi de louche qui va se passer. Fait que suite à ça, c'est sa fille qui va rentrer en contact un peu avec tout ce monde des morts, de la mort, c'est ça, de l'au-delà. Et Lydia, donc Winona Ryder, n'aura d'autre choix que de faire appeler au comment dire... Bioexorciste. Non, mais je voulais dire d'appeler Betelgeuse, mais c'est ce qui est comme surtout pas trop stable. Là, qu'on peut pas, de faire une alliance. Ouais, c'est ça. Parce que lui, son grand rêve, c'était d'épouser Lydia pour pouvoir revoir sa forme mortelle, si on veut y revenir, sur la Terre. Fait que... Qu'est-ce qui arrive avec Tim Burton? Est-ce qu'il retrouve ses belles années avec ce film-là, tu penses? Ben, pour ma part, oui. Parce que j'essaie de penser, c'est quand le dernier très bon Tim Burton... Est-ce que ça serait même Big Fish au début des années 2000? Sweeney Todd avait de quoi d'intéressant, mais plusieurs étaient fâchés que ce soit une comédie musicale. Ouais. Là, mais oui, on pourrait le mettre parce en fait, qu'il essayait autre chose. Il était moins... Parce que dans les derniers films, il était plus sur le pilote automatique. Là. Puis d'ailleurs, lui-même l'a confessé qu'il avait perdu goût à faire des films. Écoute, j'ai un jeu pour toi. Là. On peut le faire après, on peut le faire là. Je me demandais... Non, on va parler du film, puis après, je reviendrai. Parce que sinon, on va trop dévier. Donc, esthétiquement, moi, j'ai trouvé que c'est un Burton qui est en forme. Je pense qu'on retrouve bien l'univers. On retrouve bien l'univers de Beetlejuice. J'ai aimé le fait qu'il y a beaucoup des trucages qui sont mécaniques. C'est ça, beaucoup d'effets pratiques. Beaucoup d'effets pratiques, des maquillages, des décors, c'est ça. Fait qu'on n'est pas sur des fonds verts dans un studio avec des effets numériques. Fait que ça, puis je pense que c'était une volonté de Burton et beaucoup de Michael Keaton aussi de revenir à cette formule-là, parce que c'était un peu ça le charme du premier Beetlejuice aussi. Tu avais ce côté-là très série B. C'était un film qui était quand même de petit budget pour l'époque, qui mettait en place l'esthétisme de Burton, qui venait de l'animation image par image. Tu avais un côté un peu papier-carton dans les décors. C'était très huis clos. La majorité du film se déroulait dans la maison. Mais moi, je dois avouer que j'ai quand même eu un clash. Fait que ce genre de film, je suis content de voir que d'après les réactions que je vois sur les réactions des cinéphiles, mais dans mon entourage aussi, les gens semblent avoir beaucoup aimé ça. Mm-hmm. Moi, je suis sorti un peu comme mitigé parce que d'une part, je pense que c'est pas le film auquel je m'attendais, mais ça, c'est pas nécessairement un défaut. Mais j'ai peut-être fait l'erreur, puis c'est un de mes amis qui m'a fait penser ça, d'avoir écouté l'original quelques jours avant. Puis je pense que quand tu as tellement un grand écart comme ça dans ces films-là, il y a un clash nécessairement visuel puis esthétique, puis juste dans la façon de filmer, de raconter l'histoire, parce qu'on ne filme plus les films comme ça se faisait dans les années 80. Là. Okay. C'était la même chose avec Indiana Jones quand l'autre était sorti, là, Kingdom of the Crystal Skull, en 2007. Ben, ça aussi, je me rappelle eu cet effet-là. Je dis, ah ouais, mais ça n'a pas le même feeling qu'Indiana Jones des années 80, mais en quelque part, c'est normal parce que on n'est pas été habitué à en avoir aux 3-4 ans. Puis peut-être tu peux plus t'habituer à ça, mais là, c'est comme tu as 30 ans, paf, d'écart d'un coup. Fait que j'avoue que ça m'a fait sortir un peu du film. Fait que je vais lui redonner une autre chance. Et comme un peu fait pour que tu n'écoutes pas l'autre trop avant. Ils les font toujours pour « Ah oui, je l'ai déjà vu. » Fait que on prend le temps de te remettre en scène sur qu'est-ce qui se passe. Il y a un peu
si tu écoutes back-à-back, non seulement la manière de filmer, mais t'as comme de la redite dans l'histoire, parce que t'es comme, ben oui, mais je le sais, je viens de le voir. Ouais, mais t'es pas supposé l'écouter tout de suite après. Ouais, effectivement. Bien que les clins d'œil, par exemple, au film original sont bien réussis. Peut-être un peu trop de contenu, un peu trop de personnages. Je trouve qu'au niveau du scénario... Oui, c'est ça. Le personnage de Monica Bellucci et de Willem Dafoe sont un petit peu forcés là-dedans. Parce que tu enlèves l'équation, puis ultimement, ça va pas changer grand-chose à l'histoire. Fait qu'au niveau du scénario, j'ai peut-être cette réserve-là, mais sinon, on sent vraiment que les comédiens ont un plaisir de renouer avec le personnage. Le générique d'introduction avec la musique de Daniel Fan, je sais pas si c'était une nouvelle ou une reprise de l'original. Ils l'ont réarrangé un peu musicalement. Mais c'est cool. Là. Puis ça filme la maquette, puis tu vois que c'est une maquette, puis etc. Là, ça, j'ai bien apprécié. Comme le premier aussi, d'ailleurs. Ouais, voilà. Et Keaton est en grande forme, là, je veux dire. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, il est là aussi raisonnablement, comme on discutait. J'étais là, ça prend du temps avant qu'on le voit beaucoup. Puis tu m'as dit, rappelé comme ben là, le premier aussi, parce que c'est plus les fantômes. Eux sont pas là du tout, là. Gina Davis puis Baldwin sont pas là pantoute. Autre personnage qui est pas là, mais qui est quand même présent, c'est le personnage du père de famille joué par Jeffrey Jones. Parce que il a été déclaré pédophile notable là, pour des accusations d'agression sexuelle sur des mineurs puis des affaires de même. Fait que là, il est plus du tout dans le portrait artistique non plus et il est retiré, reclus quelque part. Fait que là, en fait, on peut pas le remettre, ça n'a pas de sens. Ils ont dû se poser la question de genre, est-ce qu'on le recast? Puis ils ont choisi, c'est pas un spoiler, c'est ça qui regroupe toute la famille, c'est qui décède. Mais finalement, on en parle vraiment beaucoup de son personnage tout au long du film. Puis, on voit plein de photos de lui parce qu'il regarde des photos de quand il était là, parce que c'est un peu ça qui manque. Tu sais, ça affecte le personnage de Catherine O'Hara qui perd son mari, ça affecte celui de Winona qui perd son père. L'autre qui perd son grand-père est un petit peu plus loose avec ça. Fait que je suis comme, pour un gars qu'on met pas dans le film, qu'on recast pas, il est là dans la moitié du film, là, en version morte, puis etc., genre, mais... Fait que j'ai trouvé ça comme surprenant. Ouais, moi aussi, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, tant qu'à ça, il aurait quasiment pu le recaster, puis le mettre, puis le faire mourir, mais dire, on va mettre la nouvelle face, on trouve un autre rouquin, là, le père dans les Harry Potter, là, je sais pas quoi, puis à la limite, ça aurait peut-être juste... être ça aussi, qu'ils se réunissent à son décès, mais que ça va pas plus loin avec lui. Là. Je pense que c'est pour donner beaucoup plus de jus au personnage de Catherine O'Hara qu'autre chose. Là. Mais bref, ça, c'est un choix. Mais ça m'a pas choqué, ça m'a juste c'est surprenant. Surpris exactement. Ouais, moi aussi, un peu comme toi là-dessus. Il y a beaucoup de temps d'écran pour. Mais ceci dit, moi j'ai bien apprécié encore une fois Jenna Ortega qui confirme vraiment qu'elle est comédienne de grand talent, malgré son jeune âge, début vingtaine. Elle a quand même une feuille de route assez impressionnante. Puis d'ailleurs, pour les amateurs de Wednesday, la deuxième saison s'en vient bientôt. Et d'ailleurs, c'est le lien pourquoi qu'elle est dans Beetlejuice, c'est que Tim Burton, qui est un des créateurs-producteurs de Wednesday, qui avait tourné quelques-uns des épisodes, c'est vrai, ouais. C'est suite à cette rencontre-là avec elle qu'il voulait absolument la mettre dans cette suite-là. Là. Et fait qu'avant d'aller vers ce que tu me disais, moi j'avais des petits trucs intéressants sur Beetlejuice. Juste revenir, tu parlais de l'attente justement. Écoute, ça fait une trentaine d'années que plusieurs suites circulent, qu'on annonçait des trucs, puis mais il y en a eu deux mémorables. Parce que, tu sais, lui, toutes les années, fin 80-90, il était quand même très occupé. Fait que je sais pas où il aurait eu le temps d'en glisser une. C'était un peu ça le problème. Le premier n'a pas dû être un succès box-office. Oui, c'était le 10e de l'année. Il avait fini avec 70 millions. Ce qui est quand même assez énorme. Il avait un grand succès en location aussi. Oui, puis c'est pas mal son premier film iconique parce qu'il a fait Pee-wee, Big Adventure. Puis après, quand il est arrivé avec sa signature, c'est ça. OK, ouais, je comprends. C'était avec Batman. Mais en fait, il devait tourner Batman avant Beetlejuice. Mais Beetlejuice est arrivé parce que Batman a pris plus de temps à scénariser, à conceptualiser. Fait qu'il est allé faire ce projet-là qui n'était pas trop compliqué. Mais aussi, Beetlejuice, suite au film, il y avait une série animée. Je pense qu'il y a eu une ou deux saisons. Je me souviens d'avoir vu ça quand j'étais jeune. Ouais. Fait qu'il était assez flyé. Moi, j'étais rendu un peu vieux. Tu sais, j'avais écouté un peu ici et là, par curiosité. Mais là, évidemment, j'avais un peu passé l'âge d'écouter ça régulièrement. Mais c'était assez réussi, c'était assez loufoque. Donc, rapidement, au début des années 90, Tim Burton avait quand même cette idée-là de faire une suite. Fait qu'il avait demandé à deux scénaristes de lui proposer deux histoires différentes. Donc, il y avait Beetlejuice in Love, qui était scénarisé par Warren Scarron. Donc, Warren Scarron était un des scénaristes de Batman,
qui avait retravaillé le scénario de Beetlejuice. Évidemment, la liaison avec Tim Burton était là. Mais lui est décédé pas longtemps après avoir remis la première version du scénario, un cancer des os à 44 ans. Décédé très jeune. Fait que l'histoire de Beetlejuice in Love, c'était Beetlejuice se retrouve, je ne sais pas, en tout cas, à Paris, ou en tout cas, c'était un couple français dont la fiancée tombe en bas de la tour Eiffel, puis finalement va rencontrer Beetlejuice dans l'au-delà. Puis il y avait cette histoire-là de reconquérir la personne qui était restée sur Terre. Puis il y avait Beetlejuice, et celle-là, ça a duré peut-être un 7-8 ans, puis je m'en rappelle assez bien, je lisais beaucoup de magazines, c'était Beetlejuice Goes Hawaiian, où les Dietz ouvrent un resort de touristes, tout inclus à Hawaï. Puis Beetlejuice se retrouve là, puis je pense que c'était pour créer justement un peu comme on voulait faire dans la maison, là, donc des fantômes pour faire peur aux gens, puis tout ça. Fait que ça, c'est écrit par Jonathan James, qui a travaillé après avec Burton sur Mars Attacks. Ah, bon. Fait que quand même, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de versions pour satisfaire tout le monde. Puis même la dernière version, Burton n'était pas nécessairement chaud à l'idée, parce que c'est quand même intéressant, c'est Brad Pitt qui est le producteur. Ouais, Plan B. Plan B avec sa boîte de production. Puis c'est comme, je pense que lui, finalement, il a développé ça, puis c'est lui qui a présenté à Burton, parce que Burton n'était pas dans le coup dès le départ. Là. C'est pas lui qui est arrivé, puis oui, OK, on va faire ça. Fait qu'il a retravaillé des idées, mais il faut quand même saluer. Donc, ce travail-là. Ben là, c'est aussi le temps a fait que c'était logique d'avoir une troisième génération, etc. Ouais. Vu qu'on est Oui, tout à fait. J'ai un jeu pour toi. Oui. Parce que tu l'as mentionné, ses derniers films étaient un petit peu plus coup-ci, coup-ça. Je pense qu'il a fait certains essais, il a fait beaucoup d'adaptations de trucs jeunesse, là, puis des classiques, des remakes Dumbo, des affaires comme ça. Mais c'est comme une double question, peut-être c'est le même film. Ça serait quoi ton film préféré de Tim Burton? Oui. Puis ce serait quoi le film le plus emblématique de Tim Burton? Parce qu'on dit beaucoup justement avec Beetlejuice, on retrouve son esthétique, on trouve son style, on trouve ses affaires. C'était, moi, je dirais, le début. Son plus emblématique, disons, allons-y avec ça. Ouais. Moi, je pensais à Edward Scissorhands. Ouais, j'aurais dit la même chose. Je pense que si tu as à présenter Tim Burton à quelqu'un qui dit c'est quoi, je connais pas ça, quel film j'écoute, je pense que je mettrais Edouard aux mains d'argent. Parce que d'un, c'est sa création, c'est le personnage qui me gribouillait depuis ses années étudiant en animation. Je pense que ça représente tout son univers de l'étrange, de fantaisiste, d'excentricité. Film préféré, ça, c'est quand même tough. Je vais exclure les Batman. Oui, bien sûr. Parce que... Tu sais que le retour de Batman est un peu sous-estimé dans le sens qu'à chaque fois que le monde en parle, il trouve que c'est un des meilleurs. C'est un film de Noël. Plein de beaux côtés, mais c'est jamais il est rarement dans le top 10 de quelqu'un, genre des meilleurs films. Ouais, ben, le truc avec Batman Returns, c'est que c'est pas un film de Batman, c'est plus un film de Burton qu'un film de Batman, contrairement au premier. Fait que là, c'était vraiment approprié l'univers, puis il l'avait vraiment mis à son goût. Fait que si j'enlève les Batman, je pense que j'ai pas le choix d'aller avec Edward Scissorhands. OK. J'avoue que Edward a quelque chose, mais Batman Returns, c'est parce qu'il m'a tellement marqué. Moi, j'étais très Batman quand né en 86. Je capotais. Fait que ces films-là, je les avais enregistrés à TV à un moment donné, puis j'y réécoutais souvent. J'étais très marqué quand la femme chat fait ça arrive pour embrasser le personnage de Batman, oui. Non, pas de Batman, mais du pingouin? Non. Max Shrek. Ouais, Max Shrek, qui est joué par, j'oublie son Christopher nom. Walken. Puis qui amène l'espèce de taser, genre, puis qui l'électrocute. La fameuse scène du pingouin qui saigne vert, puis je spoil toute la fin du film. Qui saigne vert, puis qui descend dans l'eau avec tous les petits pingouins. C'était très lugubre. Oui, vraiment. Je me souviens de l'intro aussi, la caméra qui voyage dans les tunnels, puis les parents qui droppent la vieille poussette dans... Oh ouais, ça m'a vraiment marqué ce film-là. Mais... rencontrer plus tard Mars Attack, je suis quand même... Ah ouais? C'est vraiment un fun movie. Puis je pense que c'est les époques où... On est en 96. Est-ce que... ah non, pourtant... Ça doit être parce que je l'ai vu par après. Parce qu'il y a Pierce Brosnan dans ce film-là.
Mais moi, Pierce, je l'ai connu dans GoldenEye, mais Mhm. GoldenEye, c'est un peu plus tard, c'est 90. C'était avant, c'était 95. Ah, ok, bon, parfait. Fait que tout fit, c'est ça. Fait que j'avais vu GoldenEye. Ah oui, Ouais. c'est Tomorrow Never Die, qui est Ouais. 98, genre. Fait que, puis là, j'étais comme, oui, Pierce Brosnan, c'est James Bond, je veux voir ce film-là. Puis là, je Un voyais ça. Puis là, scientifique prétentieux, c'était ça? C'était-tu... ouais, je pense, Ouais, un hein. journaliste ou un scientifique, puis il finit la tête. Oui, Ah non, arrachée. je sais plus s'il a la tête arrachée, mais il est amoureux d'une fille qui a la tête cousue sur un chihuahua, puis sa tête, ouais, c'est ça, mais lui, il est peut-être correct. Puis non, je trouvais ça coco crazy, Ouais, ce film-là. c'était Puis tout. bonkers. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis il me semble qu'il y a un jeune Jack Black aussi dans ce film-là. Ça qui se peut fait peut-être Michael J. Fox, entre laser autres, gunné. puis, Fait que, mais Jack non, Nicholson en président. oui, c'est ça. Ben, je pense que j'irais sur Batman Returns quand Ouais. même. Mais, ouais. Ça, c'est Moi, des j'ai... Mars Attacks, ça m'avait un peu déçu. Je m'attendais à plus. Je trouvais ça trop chaotique. Mais des deux Batman, moi, je pense que j'ai une petite préférence pour le premier Batman C'est quand même. Ben, Même je- si j'aime beaucoup c'est Batman ça. Returns, mais... Je crois que j'ai plus vu le premier, mais ce que j'aime bien du Return, c'est qu'il y a plus le moyen de ses ambitions, mettons. Là. On le sent qu'il y a un plus gros casting. Puis tu sais, on n'est pas si loin. On bifurque sur Batman, on en revient toujours à ça. Mais tu sais, Joel Schumacher, il a mangé des claques là, pour ses films, surtout le dernier, Batman et Robin. Mais en même temps, ils sont très comic book. Puis Oui. si on était passé du premier Batman à Batman Forever, Ça aurait été ça moins aurait- pire. Ben, non, mais je veux dire, on aurait quand même trouvé ça surprenant, Oui, mais oui, oui. je trouve que Batman Returns moi, je trouve qu'il fait le pont esthétiquement entre les deux. Ah, OK. Mais peut-être qu'au niveau de la qualité, là, c'est Forever avec Tommy Lee Jones, puis le Sphinx, c'est des personnages de BD, tu sais, c'est sûr Oui, qu'ils oui, n'existent pas, tandis que on dirait que le pingouin puis la femme chat de Burton étaient un peu plus assis dans leur univers, là. C'est sûr que c'est weird, là, tu sais, Mhm. mais à partir de ceux de Schumacher, c'est comme... Ouais, c'est ça, ça rappelle les vieux Batman, Oui, oui, là, tu sais, c'est les la série complots télé. ensemble en se liant des mains puis en riant, des sacs d'argent avec des signes de piastres, là, tu sais, c'est Oui, à oui, peu il manque près juste ça, les là. boom pam pouf à Oui, l'écran. c'est ça, là, exact. puis, tu sais, oui, fait oui. que c'est ça. Je sais pas pourquoi tout le monde était fâché de même, là. C'était comme... On dirait que c'était... Ils ont fait des excuses là, pour les bat nipples puis des affaires. Ouais, de ben, c'est parce que même, le là, mais- contraste était tellement trop gros entre ceux de Burton, surtout le premier qui a été vraiment adoré par tout le monde, qui avait fait l'unanimité. Fait que là, C'est ça. j'ai l'impression que les puristes, les fans de ce film-là se retrouvaient pas dans Ouais. ceux de. Mais de Schumacher. moi, je pense que ça doit être une affaire de production aussi, là, de dire... Tu sais, il y avait des jouets au McDo, là, puis il y avait des pubs de Visa avec des exemples Batman, puis des Ben, affaires de même. c'est la puis- raison pourquoi Burton a été tassé pour Batman Ah, parce que lui, il Forever. voulait pas... faire- En fait, c'est parce que Batman Returns était trop intense pour les jeunes. Fait ok. que les partenaires promotionnels de Warner, en fait, on peut pas vendre nos jouets dans McDo. Là. C'est pas un film pour enfants. Fait qu'il y a une grosse perte d'argent. Ah, mais c'est ça. Fait que Fait c'est que, pour ça. oui, oui. Fait Fait qu'il que y a c'est ça qui explique le ton des derniers. Ben tu sais. oui. Schumacher a On fait des voulait excuses, vendre des mais jouets. c'est comme pas de ta faute. Là, tu sais. Non, il répondait à la commande du studio qui voulait des films pour enfants pour vendre des C'est bonhommes. ça, là. puis des C'est bad ça. girls, puis des Ouais. belles faces connues, puis tout. Là. C'est clair, Bref. c'est clair. Mais Ok. sinon, justement, dans les Oui. sous-estimés, parce que ça n'avait pas connu un gros succès au box-office, c'est Ed Wood, quand même. Qui Ouais, je l'ai même pas vu en vraiment bon plus. à voir. Je Ouais. suis pas un très grand connaisseur d'Ed Wood. Je pense que j'ai même pas vu Planet Mind. J'ai from pas vu Outer ces Space, films avant puis- de voir ce film-là, mais ça vaut la peine aussi. S'il y en a Ok. un autre à Regarde. voir. Là. Je me souviens du début 2000, là, quand je commençais à être plus allumé sur le cinéma, puis tout Big Fish avait quand même beaucoup Ouais. marqué Ouais. mes amis et moi, de genre, oh, wow, c'est C'est pour ça pas... que je pense que c'est son dernier plus important. Je pense que C'est Big ça. Fish. Ben ouais, Charlie et la chocolaterie, ça avait de quoi de côté familial, là. C'est quand il trippait Ouais, Johnny mais- Depp et tout, mais ouais. Corpse Bride, j'en ai pas ben de souvenirs. Sweeney Todd, j'avais trouvé ça edgy, je pense. Puis je crois que tout ce qu'il y a après, j'ai rien vu. Mm. Alice in Wonderland, j'ai pas vu ça. Dark Shadows non plus. Frankenweenie, je sais que c'est quand même bien, mais j'ai pas vu. Big Eyes non plus. Peregrine. Peregrine, Dumbo, puis on arrive C'est à ça, ouais. Beetlejuice. Fait que ouais, finalement, c'est... J'ai peut-être juste vu la moitié de ces films, là. Bref, Mais je pense que tu as vu les plus intéressants. voilà. Alors, restons dans le lugubre un peu avec Oui. Speak No Evil de James Watkins. Oui, Ne dis rien au Québec. James Watkins, pas un cinéaste si connu que ça, mais il a fait quand même The Woman in Black, qui était... J'ai pas vu, mais notable pour être Daniel Radcliffe dans Pas Harry Potter, Ouais. à l'époque où il commençait à faire autre chose. Je pense que ça a été bien reçu. Mais je pense que oui, il y avait c'est comme, ça. Mais je crois que c'est le genre de film que les gros fans de films d'horreur, de je vais avoir peur, puis tout, sont déçus, mais ceux qui sont plus, ah non, dans le genre suspense et tout. Ouais, puis ça se voulait vraiment un clin d'œil, je pense, au film des Hammer des années 60-70, Christopher Lee, puis OK. voyons,
Peter Cushing, toutes ces affaires-là, le film de vampires, de monstres, là, un peu... Ok. Ben, un peu Sleepy Hollow, finalement. Ouais, c'est ça, là, c'est un peu série B britannique, là, qui Ok. avait fait école. Là, pour Puis dans ses premiers films aussi, Eden Lake, que j'ai souvent entendu parler en Ok. bien, mais que je n'ai jamais vu, Ouais, avec ça, Fassbender et tout. Mais ici, Speak No Evil, peut-être ça vous dit de quoi de base? Ben, c'est un film danois très récent, de 2022, mais qui est sorti un peu pandémie, sans tambour ni trompette. Il n'a pas joué du tout dans tous les marchés. Fait que du côté des Américains, ben, on a dit « Wow, c'est donc bien cool ce film-là, pourquoi on le refait pas? » Fait que c'est chez Blumhouse, Jason Blum, qui est... Je sais pas comment ça s'est fait, là, mais c'est produit par Blumhouse. Là, je sais plus qui est le premier qui a eu l'idée. Parce que c'est Watkins qui réécrit le scénario ici. Mais j'ai dit c'est norvégien, je pense. Non, c'est danois, avec Christian Tafdrup, et quand même, qui avait réalisé et coécrit avec son frère. Je pense qu'il est producteur exécutif là, sur le remake, il est quand même attaché à tout ça. Ici, on retrouve James McAvoy et c'est qui est Aisling Franciosi, qui sont comme un couple, et l'autre couple joué par Mackenzie Davis et Scott McNairy. Mackenzie Davis, c'est surtout Terminator Dark Fate là, récemment, qui était la badass. Sinon, on était dans The Martian, Blade Runner 2049. Scott McNairy est comme une face qu'on reconnaît, puis qu'on se dit dans quoi je l'ai vu, donc, ben, dans 10 000 affaires. Ouais. Mais une grosse année, il est dans Night Beach. Oui. Il va être aussi dans A Complete Unknown, le film de Bob Dylan avec le petit... Très bon comédien, honnêtement, qui m'avait bien étonné dans Night Beach. Fait que, grosse année 2024. Mais Mackenzie Davis, c'est drôle, parce qu'effectivement, je me rappelle de cette période-là de Terminator, puis il y avait un gros buzz, là, c'était supposé être la next thing Hollywood. Tout le monde se l'arrachait pour 2-3 films. Terminator est sorti, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est ça. Ça a été tranquille dans les dernières années pour elle. Là, je pense qu'elle retourne à la télévision, puis elle a un petit succès là, avec une série. Là, mais ouais. Tant mieux. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous parlerai un peu de la comparaison entre les deux films tantôt. Mais on est en voyage en Italie. On va suivre le couple d'Américains, donc de McNairy et Davis, qui sont avec leur fille de 11-12 ans. Ils vont faire la rencontre d'une famille d'anglais, là, donc McAvoy puis Franciosi. McAvoy, lui, c'est un Écossais dans la vraie vie. Non, c'est un Écossais ou c'est un Irlandais? C'est un Écossais. Ça doit être Écossais, Puis elle, Franciosi, c'est une Irlandaise, fait qu'il joue justement du monde de Grande-Bretagne, Royaume-Uni, etc. Fait qu'il rencontre là-bas, les couples des Anglais sont pas mal plus lousses un peu là, dans leurs mœurs et les affaires, fait qu'ils trouvent ça drôle, puis leur disent « Hey, on se rencontre ici en Italie en lieu neutre, mais il me semble qu'on aurait des affinités. Eux, ils ont un garçon qui a quand même des problèmes un peu d'élocution, etc., là, qui a l'air un petit peu... différent, mettons. Puis ils disent, mais tu sais, quand même, ça fait du bien à notre enfant de pouvoir interagir avec la vôtre, fait que vous devriez venir chez nous visiter ce coin-là, parce que les Américains habitent maintenant à Londres. Ils viennent de s'établir pour le travail, fait que vous devriez venir nous voir à m'amener. Fait que là, tout le monde retourne à la maison, ils reçoivent l'invitation un peu plus tard, puis ils disent, hey, on y va-tu? Puis là, ils sont comme hésitants, ouais, c'est un peu weird, mais tu sais, notre couple qui va pas trop bien, ça nous ferait du bien, je pense, de faire ça. Fait qu'ils vont se rendre là, et un peu isolés dans cet endroit-là, et juste avec cette famille-là, vont les trouver un peu de plus en plus étranges, puis ça va remplir un peu de malaise puis de confrontation morale, elle qui est végétarienne, la manière d'élever les enfants, comment tu parles aux enfants des autres, toutes ces mœurs-là vont tranquillement alourdir leurs vacances, puis un peu briser leur séjour idyllique finalement avec eux qui pourraient être potentiellement de bons amis. Mm-hmm. C'est donc un suspense psychologique. Allez-y pas comme un film d'horreur. Non, vraiment pas. On est vraiment dans le cadre du suspense. Toi, moi, j'ai écouté au début de semaine le film original, parce que je n'avais entendu parler, j'avais jamais pris le temps de l'écouter. Mm-hmm. Le film danois, fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais disons que j'ai plus apprécié l'original que le remake, c'est souvent la formule, mais toi, tu es allé viergement voir ce film-là. J'avais même pas vu la bande-annonce. J'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais voir. Fait que moi, honnêtement, sur cette base-là, j'ai trouvé que c'est un thriller efficace. C'est intéressant. Tout le long, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, bien qu'on nous donne un peu des pistes ici et là. Mais c'est juste le poster avec McAvoy qui ça s'appelle Speak No Evil, qui est un peu la... C'est quoi? Hear no evil, speak no evil. See no evil. See on no evil, là, comme en 3 phrases. Là, où les émojis de petits singes qui se mettent les mains, ses yeux, sa bouche. Fait que c'est une phrase de genre, quand il y a quelque chose qui va pas bien, t'en parles pas. Là. C'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de traduction à cette expression-là comme telle. Et sinon,
bien réalisé, des bons niveaux de moments de tension. Évidemment, ça prend un peu du temps avant d'embarquer, mais c'est normal dans ce genre de film-là. Là, on prend le temps de bien installer toutes les dynamiques avant que ça bascule. Ouais, pour tranquillement nous oppresser. Ben oui, et honnêtement, les comédiens sont vraiment excellents. Fait que j'ai passé un bon moment. McAvoy a l'air depuis quelques années, surtout depuis Split, ces affaires-là, à aimer jouer des gens un peu torturés puis un peu plus malsain que le good guy, hein, depuis... Il a pris du muscle aussi. Oui, c'est assez... Écoute, je m'attendais à voir même Bruce Willis apparaître à un moment donné. Oui, c'est ça. Un autre spin-off. C'est son personnage de Split qui est revenu, puis qui a pris une autre fois. Quoique, ces temps-ci, ce serait pas de bon augure pour le film, parce que c'est pas mal des flops que... Comment ça s'appelle, sa compagnie de prod, là? Je sais plus, mais en tout cas, les deux films qu'ils ont fait cette année n'ont pas rencontré leur public. Ouais, fait que bref, fait qu'on a honnêtement, si vous voulez quelque chose de ce type-là, c'est efficace, vous allez être bien servi. Ouais. Mais je suis content d'entendre tes... Je suis content que tu l'apprécies. J'ai pas déprécié ça. C'est un film ça a plus l'air d'un suspense américain. Mm-hmm. Puis c'est vraiment ce qu'ils ont fait avec le film. Ils n'ont pas tout gâché. Le premier 2/3 du film est sensiblement le même. C'est à peu près les mêmes événements. C'est juste que l'accent est mis sur quelque chose d'un petit peu différent par rapport à l'original. L'original aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est des Danois qui rencontrent des Hollandais. Mm-hmm. Fait que ça se passe en Europe, mais comme ils parlent pas la même langue, finalement, ils parlent souvent en anglais. Quand ils parlent entre eux, ils parlent toujours en anglais. Oui. C'est juste des fois quand ils parlent à leurs enfants, leurs propres enfants ou entre eux, des fois, c'est même pas sous-titré dans le film. C'est juste comme, mais tu comprends comme qu'est-ce qu'ils se disent un peu parce qu'après ça, ils parlent en anglais. Fait que c'est un film qui a quand même une très grande portée internationale. Puis qui ont littéralement le même titre, là, Speak No Evil. Mais le premier joue plus un peu ce genre, je sais pas si on peut le qualifier de elevated horror, là, peut-être pas à ce point-là, mais il joue plus sur la surprise un peu et ce côté de l'humain moyen là, dans une situation, c'est sûr que c'est une situation, là, mais non, même pas à la plupart, là, tu vas comme pas réagir. Tu vas plus comme être braqué. Puis c'est beaucoup, eux, plus les choses sont étranges, comme on dit, là où ils sont, les mœurs, les façons, ils font... Tu sais, ils cherchent une excuse. Genre. Ah, mais tu sais, c'est parce qu'ils sont comme ça. Ah, ils sont comme ça. Ah, c'est pas si pire que ça, finalement. On reste. Tu sais, juste qu'il y a une espèce de point de rupture. Tu te dis, ben, vous auriez dû partir, tu sais. Alors que dans un film d'horreur, plus horror flick traditionnel, c'est un peu comme... ah, on va se séparer. Moi, je vais aller tout seul au grenier voir si le tueur est encore là. Tu sais, ça, c'est pas une bonne façon d'agir parce que là, tu as vraiment une raison de partir. Mais quand t'es juste... J'entends un craquement. Ah, je vais aller voir. T'sais, là, souvent, on crie à notre télé, vas-y pas, c'est un tueur. Mais elle, c'est correct qu'elle sache pas que c'est un tueur. Fait que t'as un peu une famille de même qui est juste, ben, ils sont weird, mais c'est quoi les chances qu'ils soient vraiment méchants? T'sais? Ils sont juste. Ouais. Fait que c'est un peu ce côté-là. Fait qu'on dirait que dans le premier, ben non, je suis dans le premier. Dans l'original, c'est plus subtil, toutes ces affaires-là. Ouais. Le nouveau, c'est plus mis dans ta face, certaines affaires de genre, hey, voici comment ils sont pas fins, voici ça. L'autre, il faut un peu plus tu le devines. Et surtout, je spoilerai pas, mais la fin de l'original est plus pessimiste, plus nihiliste, plus genre, ben dans la vie, il y a des trous de cul, puis il y a des trous de cul, tu sais. Là, on est un petit peu plus... c'est plus sauceux, tu sais, c'est ça l'affaire. Ouais. Je trouve, il y a plus de sauce sur le film, mais au final, il est moins goûteux. Moi, je trouve que c'est un peu ça. Mais c'est pas mauvais en soi. Tantôt, on parlait un peu des films sexy là, à cause de Baby Girl, genre de la grande ère des années 90, de Demi Moore, puis du Sharon Stone, puis du Michael... pas Keaton, mais l'autre. Douglas, ouais. Douglas, c'est ça qui était dans tous ces films-là de le sexe qui tourne mal, là, un peu. Fait que ça, c'est cette sauce de aussi ces films... un peu de suspense, à un moment donné, faut que je trouve une arme pour me défendre, puis qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Fait que je recommande ce film, mais je recommande plus l'original, si on me pose vraiment la question. Puis si vous avez envie de voir les deux, ben, je pense qu'à ce moment-là, c'est quasiment mieux de voir cette nouvelle version d'abord, puis après réécouter l'autre pour voir la différence, c'est ça, parce que comme il est plus subtil, mais on dirait que quand j'écoutais le nouveau, j'étais comme, mais oui, on le sait. Puis tu sais, un peu comme toi avec Beetlejuice, si j'avais vu le film il y a 2 ans, peut-être je l'aurais trouvé plus près de l'original, comme je l'ai vu il y a 3 jours. Ouais, c'est ça. Comme là, je voyais tout de suite les nuances, tu sais, puis c'est un peu un film à punch, fait que quand tu sais le punch, je regarde la mise en scène, le jeu, comme les comédiens sont super, là, tu sais. Ça, c'est sûr que le regard ne peut pas être le même, parce que justement, moi, j'avais aucune idée vers où ça s'en allait, fait que alors que toi, tu savais effectivement. Puis même, justement, la bande-annonce, l'affiche, c'est mieux de ne pas le savoir. Vous vous doutez qu'il y a une des deux familles qui est moins fine que l'autre, là, mais
c'est le genre de film, t'écoutes la bande-annonce, à un moment donné, je le sais qu'il va y avoir tel événement, telle affaire, tel problème, une scène où quelqu'un va avoir un gun, une scène où il y a ça. Fait que quand t'écoutes le film, tu te dis, ben oui, il faut que ça s'en vienne, là. C'est pour ça qu'on avait parlé cet été, là, la déferlante de bande-annonce qu'à un moment donné m'a rendu, c'était Alien, là, rendu aux bandes-annonces 2 puis 3. Je veux plus les voir, là, parce que je veux avoir des surprises là, quand le film va jouer, tu sais. Mais c'est rare, en fait, tout ce que tu me dis là fait écho à un film que je te parlais en sortant de la salle. Puis je sais que des fois, les gens aiment ça avoir d'autres suggestions, ils ont aimé ça, puis on le fait pas trop souvent, mais il faudrait le faire un moment donné aussi. Ouais. Mais, The Vanishing? Ouais, The Vanishing, surtout la version originale qui est L'homme qui voulait savoir. OK. Ça semble être pas mal dans ce que tu me décris. Ça, c'est les années 90? C'était début 90, fait que peut-être 11-12 dans ces années-là. C'était un film coproduction française, néerlandaise. Oui, c'est ça. Okay. Un des meilleurs suspens que j'ai vu, L'homme qui voulait savoir. Puis justement, cette version-là américaine qui avait été faite quelques années plus tard avec Kiefer Sutherland puis Jeff Bridges. On avait vraiment complètement changé la fin, américanisé la fin, puis ça dilue complètement cet effet choc-là. Cet effet choc qu'on ressentait avec l'original. Fait que, bref. Il y a eu plusieurs films, plusieurs suspens français qui avaient été repris par des Américains. Entre autres, le film qui avait donné True Lies. Là, oui. Non, mais ça, c'est une comédie. C'était une comédie? La Totale. Bon, pardon pour celle-là. Mais je pensais surtout, il y en avait un avec François Cluzet, là, puis je me demande si ça s'appelle... c'était pas Ne dis rien, mais c'était Ne parle pas à personne ou Parle à personne ou une affaire comme ça, qui avait été repris... je me mêle peut-être, mais il a été repris aux États-Unis. Puis il y en a un autre aussi qui c'était avec, je pense, Vincent Lindon, qui voulait aider, puis peut-être Diane Kruger, voulait aider sa femme à s'évader. Puis ça avait été repris 3 Days to Kill avec, je pense, voyons, le gars de Gladiateur. Là, Russell Crowe? Ouais, quelque chose comme ça. Fait que, ouais, en tout cas, c'était... Mais souvent, c'est des modes, là, tu sais, quand une adaptation connaît un certain succès. J'ai dit François Cluzet, c'est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, ouais, ça, c'est une parle à personne ou quelque chose comme ça, que sa femme disparaît, puis il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis finalement, il y a anguille sous roche, là. Mais, ouais. Bref. Allons complètement ailleurs, dans l'offrande légère de la semaine. Oui, la comédie québécoise Tous stockés, de Manon Brillant, qui peut avoir l'air comme tout stocké, genre, faire des réserves de tout, mais c'est vraiment tous, espace stocké, donc on met notre toque de cuisinier sur la tête. Et on fait ça avec Julie Le Breton, le français Édouard Baer et plein de faces. Sylvain Marcel, une couple d'humoristes aussi, parce que quand on a une comédie au Québec, on met des humoristes dedans. Oussama Fares, Doua Cachaché, Dominique Paquette. Et Julie Le Breton joue une douanière dans un petit village frontalier au Québec, en banlieue de Montréal. L'espèce de petite douane que tu passes parce que tu dis que ça va aller plus vite que la grosse. Mais elle est stock-up en tabarouette. Fait qu'on suit le protocole, on sourit pas. Même mes voisins de village, tu vas aller acheter des clopes, tu me déclares tout, tu vas payer la taxe, etc. Pas de passe-droit. Mais pas très, c'est exactement, elle n'est pas très, très appréciée dans le village. Fait que sa fille en subit un petit peu de pression à l'école. Elle se fait appeler la petite police. Puis sa fille, pour s'émanciper puis dire à toutes les autres, hey, vous allez me foutre la paix, s'inscrit à un concours de jeunes chefs cuisiniers. Et ce que le personnage de Julie, Sonia, apprend, c'est que c'est pas juste comme « Ah ouais, fais des beaux hot dogs, ça va être bon », c'est vraiment relevé comme plein d'affaires avec des enfants super élitistes. Là. Fait que là, il faut que tu apprennes une recette de ton choix top bien puis que tu sois aussi bon que les grands chefs internationaux et tout. Du Bocuse, qui a dit c'était la chimie alimentaire, lui, c'était ça, ces affaires-là. Puis, ça tombe bien, elle venait d'avoir une altercation aux douanes avec un chef français maintenant établi à New York qui vient souvent à Montréal pour visiter sa fille et reconnecter avec. Puis là, lui, il transportait de la bouffe, puis des... j'oublie toujours les truffes. Les truffes, voilà, puis des couteaux, là, de ces couteaux affilés. Fait que là, une fois que lui, elle n'aura pas le choix, elle va rentrer en contact avec pour dire « Hey, sorry, not sorry, mais peux-tu m'aider avec ma fille et son concours? » Lui qui venait de se retirer de faire tout ce genre de concours, qui en a soupé de ces affaires-là et qui perdait toujours. Puis qui disait « OK, c'est bon, je vais être un coach, puis moi l'aider. » Mais là, dans tout ça, ils vont vouloir mettre la culture locale d'avant-plan, mais comme c'est la douanière stiff, ben personne l'aime, puis personne veut lui donner de ses produits, puis etc. Fait que ça va être dans cette espèce d'aventure-là qu'ils vont entrer puis essayer d'embarquer tout le village avec eux et que tout le monde reconnecte avec leurs filles respectives. Bref.
Et on n'est pas dans la comédie romantique non plus à proprement dit, parce que la bande-annonce pouvait peut-être suggérer ça. Parce qu'on a une mère monoparentale, un père monoparental, etc. Effectivement. Donc, ce n'est pas au cœur de l'histoire, mais on est vraiment dans une comédie, je dirais même un peu familiale. Là, tu sais, c'est vraiment les pour bons tout, sentiments. qui s'adresse à tout le monde. Fait que, honnêtement, vous allez passer un bon moment. On ne réinvente pas la roue, mais il y a des bons moments, quelques bons gags aussi. C'est sympathique, c'est léger. Fait que si vous aimez ce genre-là, vous avez besoin de tout ça cet automne. C'est une bonne période pour le film, je pense. Ouais. C'est sûr que si on a 3 week-ends super beaux, le monde en finisse sur leur terrain, ça l'aidera pas, là, mais n'importe quel week-end de pluie, je pense qu'il va avoir beaucoup de succès. Tu sais, c'est ça. Ça célèbre la richesse du terroir québécois, des façons de faire, c'est le côté... je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais habité en ruralité, mais ce côté très lié, mettons, là, de genre, hey, à Granville, on va leur montrer, nous autres, tous ensemble. Là. Sûrement que ça doit... très sympathique aussi, le couple Emmanuel Bilodeau et Edith Cochrane qui font un couple d'agriculteurs bio alors qu'eux, dans la vraie vie aussi, sont tombés dans l'autosuffisance alimentaire avec leur famille, ont une émission là-dessus, sont souvent convoqués en entrevue. Je trouve ça quand même un beau clin d'œil d'avoir pris ce casting-là. T'sais. Tout à fait. Puis, à quoi je pensais où j'allais? Ben, c'est Manon Brillant qui a fait le film, qu'on est comme, ça me dit de quoi, mais en même temps, c'est quoi? Ben pauvre elle fait partie un peu de Lynn Charlebois, de ces réalisatrices et cinéastes-là qui ont galéré avant d'avoir un nouveau projet qui soit financé puis qui puisse aller de l'avant. Elle a fait en 2012 Liverpool, que je disais que j'ai écouté d'entrée de jeu, qui était aussi une espèce de fable contemporaine un peu audacieuse. Je pense que ça n'avait pas tout à fait rencontré son public. Puis avant ça, La Turbulence des fluides, qui avait quand même un bon succès. Puis ça, c'est comme 2002, justement, à peu près. Puis plusieurs films dans les années 90, un peu plus. Là. Mais, fait que, tu sais, 3 films un par décennie là, depuis 25 ans. Là. On a comme tendance à oublier, mais Manon Brillant faisait partie vraiment de cette première génération-là de réalisatrices. Tu avais... Micheline Langto, Léa Paul, qui t'avaient eux autres fin des années 80, début 90. Mais elle faisait, je pense, partie vraiment de la première génération de femmes qui avaient étudié à l'université, à la Concordia. Fait que t'es dans la même gang que Villeneuve, André Turpin d'ailleurs, elle faisait partie du collectif de Cosmos. Film de 96, là, où toute cette nouvelle génération-là faisait un petit segment de ce film-là. Fait qu'il y a eu comme 2-3 femmes, puis après ça, ils ont fait 2-3 films en l'espace de quelques années, puis on les a plus entendu parler depuis un certain temps. C'est comme un peu ironique, mais effectivement, pour ça, je suis content aussi de la revoir, finalement. Comme Lynn Charlebois aussi, mais c'est quand même des femmes de grand talent. Là, ils font de très bons films. Puis je pense qu'il mérite d'être vu. J'ai quand même quelques fun facts sur le film, parce qu'on a eu l'occasion, donc, moi, de l'interviewer pour le magazine, mais en plus pour l'épisode spécial du balado. Oui, qui est en ligne depuis hier. C'est en ligne au moment où vous écoutez cet épisode. Tu as discuté avec Manon Brillant et Julie Lebreton. Pour le balado, oui, effectivement. Donc, fait que l'idée de ce film-là, tout stocké, c'est que Manon Brillant est vraiment une amatrice de ces concours-là à la télévision. Là, ce genre d'émission-là, mais elle, en poussant ça encore plus loin, parce qu'il existe, c'est le concours du métier de France, quelque chose comme ça. Ça, c'est comme vraiment les Olympiques de la cuisine. Là, fait que c'est pas MasterChef, c'est pas les chefs. Il y avait un film de cuisine français il y a quelques années qui traitait de ça. C'est pas le chocolatier. C'est ça. Fait exactement dans cette table-là. À la bonne étoile, je pense que ça s'appelait. Fait que là, c'est la haute gastronomie française, ou juste la façon de préparer, de présenter. Ton tablier mal noué, puis tu perds des points. C'est fou, c'est ça. Fait qu'elle était vraiment fascinée par ces concours-là et est tombée sur un Québécois, Samuel Sirois, un chef qui avait participé, qui n'a pas gagné, mais déjà se rendre là, écoute, c'est fou. Fait qu'il s'est entraîné pendant plusieurs années pour y arriver. Et elle a contacté, il a d'ailleurs été consultant sur le projet et tout ça. Fait que c'est suite à cette rencontre-là qu'elle a décidé de tout mettre ça en place. Oui, parce qu'à un moment donné, au début, elle fait juste des croquettes puis des affaires de même, mais les plats se relèvent, le niveau se relève, sans spoiler, le fameux plat qu'elle fait à la compétition à la fin est comme exceptionnel. Je me demandais si c'était vrai ou faux. Puis... Écoute, l'idée, Ben, j'allais dire, parce que j'ai écouté l'entrevue quand je l'ai montée. C'est qu'eux, ils disent, nous, c'est du cinéma. Là. C'est comme tu sais, quand tu vas au McDo, là, puis là, tu vois ton Big Mac, il est parfait sa photo, mais tu apprends qu'il est immangeable parce que non seulement ça fait 12 heures qu'il est sur le comptoir, mais il a été trempé dans tous les produits possibles pour avoir l'air parfait. Puis
là, c'est comme... Elle a dit, mais moi, il peut juste être beau, là, l'affaire, là, je m'en fous, là. Puis lui, il était comme, non, là, t'engages pas un chef pour te faire un truc en papier mâché, là. Moi, faut que ça soit bon. Faut que ça soit bon, puis ça marche pour vrai, mon affaire. Tout à ça fait, se mange. Fait que... fait que c'est comme, OK, défi de plus. Fait que c'est vraiment un mec qui se monte, c'est comme, c'est de la pure folie, là, ce truc-là, genre. Vraiment. Ouais. T'as-tu déjà mangé ça, des truffes? Non. Moi non plus, je sais pas, non, mais c'est à l'enjeu du film parce que comme il est français, il veut incorporer des truffes, ça vient de sa région à lui et tout, puis là, l'importation de tout ça, exactement. Mais non, je me souviens du film de Kim Nguyen aussi, là, Truffe, l'espèce de, pas post-apo, là, mais j'oublie comment on appelle ça, là, un futur dystopique un peu en noir et blanc où il y avait des truffes au Québec, puis que Roy Dupuis et Céline Bonnier ramassaient ça. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais non, jamais mangé d'affaires aux truffes ou quoi que ce soit. Je sais pas. Ni de recettes Bocuse, je dois confesser. Non, c'est ça. Ouais. C'était-tu ça aussi? C'était-tu à la Bocuse, là, le fameux... je suis pas très bon d'un grand restaurateur, là, mais El Bulli, là, c'était-tu ça? Un restaurant genre en Espagne, par contre, là, que... Fallait que tu réserves des années d'avance, là. Il y avait eu des docus là-dessus, mais je sais pas si c'était cette méthode-là, là. Il y a un temps, on parlait beaucoup de ça, là, la cuisine... chimique ou je sais plus trop quoi. Là, moléculaire. Moléculaire, c'est ça. C'est ça du Bocuse ou pas tout à fait, je pense? Non, pas à ce point-là. Okay. Ouais. Je pense que Bocuse, c'était vraiment comme le premier chef de la haute gastronomie française, mais la cuisine classique française. OK. Je pense que le moléculaire est plus récent. Okay. Bocuse, ouais, je pense que c'est vraiment plus plus mélange vieux. toutes ces écoles de pensée. Mais on aura peut-être quelqu'un pour répondre à toutes ces questions-là, parce qu'on va avoir un événement, si vous écoutez de la région de Québec. Ouais. Peut-être le mentionner quand même, mardi... Le cinéma Le Clap de Loretteville, qui va être le mardi 17 septembre. Ouais, donc, c'est sûr que si vous écoutez le balado plus tard, mais pour ceux qui vont tomber dessus dans les prochains jours. Donc, on va recevoir quand même le chef Jean-Luc Boulay de Québec ici, donc un des juges à l'émission Les Chefs, qui va venir participer à une question-réponse suite à la projection du film, donc de tout stocker. Oui, c'est ça, sur les concours culinaires, tout ça. Comment ça se passe en cuisine. Oui, alors lui, il est d'origine française, il est installé ici, mais c'est un cuisinier de la haute gastronomie française, fait que ça va être super intéressant, je pense, de l'entendre parler de tout ça. Hey, qui anime cette soirée-là? Je sais pas. Ah, ça pourrait être toi, peut-être? Je pense que oui. Ah, OK. Bon, ça ressemble animé à ça. par Patrick, en chair et en os. Il viendrait me saluer. Finalement, je reviens, on va boucler la boucle avant de terminer. Quand tu étais au TIFF, est-ce que tu l'as fait finalement mettre genre des chandails orange fluo pour qu'on te remarque plus puis des affaires de même ou t'es allé... Ah non, il fallait être quand même pas tenue chic, là, mais tu sais, tenue de ville, c'est propre. Fait que j'avais même un veston par-dessus mes t-shirts. Là. C'est ça, ok, fait que t'aurais pas pu être en chandail jaune fluo, je pense tie-dye, checkez-moi. Non, ça aurait mal paru un peu, je pense. Ouais, faut un certain décorum. C'est ça. Mais les Converse rouges à la Jean-René Dufort, peut-être. Oui, c'est moins évident, je pense. Quelque chose un peu chic, là, mais... Ou tu te fais faire à la... des fois, comme les sportifs professionnels et tout, là, un vrai saut griffé, mais genre turquoise, là. Fait qu'ils vont dire, t'es suit up, mais d'une couleur flashy, là, comme des Eric Carlson, puis Piquet Souban, là, carotté, puis des affaires de même, ça. Ou Shane, c'était ça? Comment il s'appelait, lui, qui a eu les Québécois, là, qui a coaché Boston, puis qui est à CBC, la Hockey Night in Canada. Don Cherry. Cherry, c'est ça, Don Cherry aussi. Là, avec des fort grosses cravates, là, aussi les cols de chemise là, extra gros, là, je sais plus comment on appelle ça, là, c'est horrible. C'est comme un double collet là, qui fait tout ton coup. Écoute, l'an prochain, je vais militer pour avoir au moins un t-shirt Mon-Ciné. Ouais, il faudrait faire ça. Ça vaudrait la peine. Ça conclut ce balado. La semaine prochaine, le 20 septembre, gros mois de septembre, il y a beaucoup de films quand même. Transformer One, entre autres, qui pique quand même ma curiosité. J'aime bien. C'est un film d'animation. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il va être un peu adulte ou très kid family friendly. Curieux de voir ça. Mais surtout, The Substance de Coralie Farja, qu'on a parlé il y a quelques semaines quand la bande-annonce est sortie. Je vais essayer d'écouter Revenge avant d'ailleurs. Des films de weird, j'aime ça. J'ai noté aussi, pour les fans, on n'en parle pas souvent, mais ressorti de Whiplash pour le 10e anniversaire déjà de ce film iconique de Damien Chazelle. D'ailleurs, qui était projeté au TIFF pour le 10e anniversaire en compagnie d'équipe de films qui étaient là. Miles Teller aussi, peut-être? Pas Miles Teller, mais tu avais J.K. Simmons, Chazelle était là. Puis c'est produit par Jason Reitman, ce que j'avais comme oublié. Puis, évidemment, lui était sur place pour son film de Saturday Night Live. Fait qu'ils ont profité pour organiser. Je sais pas si ça...
Je me souviens qu'à l'époque, puis je sortais là, de mes études en musique, puis tu sais, j'avais trouvé ça... Il y a des choses qui sont grossies pour l'écran puis tout, mais j'avais trouvé ça vraiment hot. Mais je ne sais pas... Est-ce que ça a bien c'est vieilli? over the top, mais c'est quand même très bon, là. Ouais. Je vais essayer de le réécouter. Mais c'est quand même... déjà beaucoup de projets de réécoute. Oui, c'est ça. C'est quand même un drôle de choix de film pour un anniversaire, un 10 ans. Est-ce que c'est si iconique que ça? Je sais pas. Des fois, c'est juste une question aussi. Mais est-ce qu'il a gagné des Oscars? Je pense qu'il y a quelques-uns. Ouais. Je pense pour le il y avait son, des nominations, en tout cas, mais... Je pense qu'il a gagné pour le son. La musique, peut-être, aussi. Peut-être. Oui, non, il a gagné pour La La Land, son ami Justin, quelque chose. Là. Mais... ouais, je sais pas. Des fois, c'est juste parce que le studio de production, lui, il a comme rien, puis comme, gars, on va buzzer, ou, tu sais, 2-3 places sont prêts à le prendre. Conversation avec le TIFF, hey, nous, on aimerait ça, faire une classe de maître, puis si tu le fais, si je le fais, d'abord, on va l'offrir aux salles aussi, puis, tu sais, etc. Fait que, c'est des affaires de même. C'est pour ça que des fois, il y a comme 18, mais tu sais, 9 sorties un vendredi, parce qu'il y a des affaires de même de trucs, mais bref. Contactez-nous, d'habitude, écrivez-nous au balado@monciné.ca en attendant qu'on ait nos fameux médias sociaux, mais c'est sûr que si vous écrivez à balado, c'est directement moi qui prend les courriels, tandis que l'autre, ça sera peut-être plein de monde de l'équipe. Procurez-vous gratuitement encore notre magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pendant notre absence de podcasteur la semaine passée, le nouveau magazine avec Gildor Roy pour La Petite et le Vieux est tombé sur les rayons et les rayons numériques. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et puis s'il y a une personne qui se met à vous chanter Eternal Flame des Bengals, méfiez-vous d'elle.